Salut à tous, salut Thibaut, bienvenue dans ce webinar. L'idée aujourd'hui, donc j'accueille Thibaut Louis. Si vous ne le connaissez pas, je ne sais pas ce que vous faites dans votre vie, mais depuis quelques mois, il perce sur LinkedIn et il est en train de créer un vrai effet de viralité et une vraie audience et il a explosé ses performances. Et aujourd'hui, l'idée, c'est un peu de décrypter les stratégies qu'il a utilisées pour atteindre le million de vues, le fameux million de vues par mois sur LinkedIn. Moi aussi, je publie beaucoup, donc j'ai beaucoup de choses à apprendre aussi de ce qu'on va aborder aujourd'hui. On va essayer de découper le truc en… Alors, ça va être question-réponse, donc potentiellement, on va s'écarter un petit peu. Mais l'idée, c'est un petit peu d'approcher le 0 à 1 million de vues. Donc vraiment, comment on passe de j'ai encore jamais publié sur LinkedIn et je ne sais même pas ce que je vais raconter aux gens à ça y est, je fais 1 million de vues et on va décrypter un petit peu toutes les étapes intermédiaires de ce process avec à qui je parle, quel contenu je vais partager, passer le cap du premier post, donc comment j'écris mon premier post, le syndrome de l'imposteur, essayer de tous les sujets qui sont de prendre du plaisir à publier sur LinkedIn, les grandes stratégies, les grands concepts, et après les petites optimisations à utiliser quand ça y est, vous avez une bonne audience, vous avez un truc solide, et maintenant votre but, c'est vraiment de passer ce fameux million et vous êtes prêt à y investir significativement plus de temps. Donc voilà, c'est un petit peu le plan. Je te laisse peut-être te présenter un petit peu, Thibaut, ton parcours et ce que tu vas nous raconter aujourd'hui. Yes. Est-ce que les gens, tu m'entends bien? Est-ce que les gens m'entendent bien? Ce serait cool Les si gens vous pouvez t'entendent bien, mettre ouais. Moi, je t'entends un bien. petit commentaire pour me dire si vous entendez bien. Ouais, donc je m'appelle Thibaut Louis, j'ai 28 ans, je suis entrepreneur et comment je gagne de l'argent aujourd'hui, c'est en accompagnant les dirigeants d'entreprises B2B, donc d'entreprises qui vendent à d'autres entreprises. Je leur permets de créer leur marque personnelle dans une logique d'acquisition et spécifiquement sur LinkedIn. Donc, ça consiste en quoi? On crée leur ligne éditoriale, donc tous leurs sujets, toutes leurs thématiques. Et ensuite, moi, je les aide à écrire, voire j'écris parfois leurs posts dans leur prise de parole sur LinkedIn dans une logique d'acquisition ou donc acquisition client ou crédibilité. Donc, se faire inviter tu vois, dans des podcasts ou dans des conférences ou autres. Et parfois, juste parce qu'ils veulent se faire un kiff et ils veulent faire du like et ça leur fait plaisir. Ok, c'est super cool. Du coup, c'est bien parce que ça m'amène un peu à la première question. C'est pourquoi tu conseilles de publier sur LinkedIn d'après toi? C'est quoi les avantages majeurs? Parce que je pense qu'on a une audience assez variée. Effectivement, ça va aller du dirigeant d'entreprise qui a effectivement un intérêt pour sa boîte, mais peut-être aussi, est-ce que c'est intéressant individuellement pour un salarié d'aller publier sur LinkedIn et pourquoi? Ouais. Alors, LinkedIn, oui, alors il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que la réponse, c'est oui, tout le monde a intérêt à publier sur LinkedIn, quel que soit son métier. Euh, bon, j'ai envie de te dire peut-être que s'il fait vendeur de drogue, peut-être pas, mais à part quelques exceptions notoires, vous avez intérêt à publier sur LinkedIn, que vous soyez dirigeant, étudiant, salarié ou sans emploi, pour plusieurs raisons. Déjà, LinkedIn, c'est 800 millions d'utilisateurs dans le monde, donc c'est beaucoup de gens. En France, il y a une stat, je crois que c'est 80% des gens, des professionnels ont un compte LinkedIn. Alors certains, ils passent, je sais pas, une fois par mois, d'autres, ils passent 3 ou 4 heures par jour. Et c'est aussi une source de crédibilité très importante en professionnel. Il y a beaucoup de gens euh, des, qui achètent des logiciels à d'autres entreprises sur LinkedIn. Il y a des gens qui chassent des profils sur LinkedIn. Il y a des gens qui invitent des conférenciers sur LinkedIn. Donc en fait, LinkedIn est une plateforme à la fois de chasse et à la fois d'attraction, et donc une plateforme pleine d'opportunités. Voilà, par exemple, demain, aujourd'hui, si tu as 50 000 abonnés qualifiés sur LinkedIn, et ben, c'est possible que ton salaire, tu gagnes 20 000 euros de plus annuellement si tu es salarié. De même, tu as certains dirigeants, quand ils publient sur LinkedIn une fois par semaine et que, je sais pas, le directeur marketing et un employé publie, et ben, il y a une notoriété spontanée et qui fait que quand les gens pensent à, par exemple, un logiciel d'outbound, ils vont penser à Lemlist parce que tout le Hmm. monde publie. Ou, Ouais. tu vois, Agence Growth, ils vont penser à Germinal. Donc, en fait, le but, c'est la notoriété spontanée. Et si tu fais ça, tu peux débloquer des opportunités de carrière, des opportunités pour ta boîte. Tu peux te créer un canal d'acquisition. Et moi, par exemple, toute ma boîte, elle a été créée quasiment que grâce à LinkedIn. Parce Hmm. que c'est mon canal d'acquisition majoritaire qui me fait que j'ai une boîte top. Et aujourd'hui, je fais assez d'acquisitions. Si je voulais faire une agence, je pourrais avoir une agence de 6 ou 8 personnes et on ferait assez d'acquisitions que par mes posts LinkedIn personnels. Au final, c'est ce que je te vois souvent dire sur LinkedIn. Tu as différents assets pour une boîte.
Typiquement, si je parle pour nous, nous, on développe un logiciel. Donc, on a un de nos premiers assets de la boîte. Donc, quand je dis asset, c'est vraiment un élément qui est intrinsèque à la boîte et qui lui apporte de la valeur. Bon, on a notre logiciel, c'est un truc. On a toute notre partie SEO où on commence à être très bon en référencement Google. C'est quelque chose que tu ne perds pas. Donc, c'est un deuxième asset. Et notre troisième asset, c'est ce truc-là d'avoir une notoriété sur LinkedIn où on a beaucoup de gens qui nous suivent sur différents profils. On est une dizaine à publier régulièrement. Et ça y est, une fois que tu as construit cet asset dans ta boîte, c'est quelque chose que tu peux utiliser. Et demain, si on change de produit, on a toujours nos deux premiers assets disponibles, dont ce truc de LinkedIn. Et donc, au final, ça s'applique vachement bien, que ce soit le salarié ou l'entrepreneur. Il construit un asset personnel qui va le suivre. Et le salarié, quand il va changer de boîte, il va pouvoir garder cet asset personnel qui est vraiment la notion de personal branding, de marque personnelle. En fait, il se balade avec ce truc et c'est une sorte de capital que tu développes. Ouais, exactement. Alors, c'est intéressant parce que, tu vois, là, je fais un petit détour technique, mais disons que dans l'entrepreneuriat, il y a 4 manières de scaler. Scaler, c'est quoi? C'est quand vous faites des actions et qui n'ont pas de coût de réplication marginal. C'est-à-dire, en gros, comment expliquer ça? C'est un peu compliqué, mais Google, qu'ils aient une recherche sur leur moteur de recherche ou 1 milliard, ça leur coûte quasiment la même chose. Ça veut dire que leur moteur de recherche, il scale. Et en gros, le média, ça scale. Que votre post LinkedIn soit vu par une personne ou 1 million de personnes, ça vous aura pris la même chose. Donc, plus vous allez avoir des abonnés et plus vos posts vont être lus, et ça va vous prendre de moins en moins de temps. Donc, LinkedIn, ça scale, ça va vous prendre de moins en moins de temps et ça va vous rapporter de plus en plus de résultats. Le truc, c'est que si vous balancez 100 000 euros en Facebook Ads, donc en publicité, demain, OK, vous allez le faire sous votre boîte. Les gens l'ont vu une fois, ça vous a coûté 100 000 euros, puis ciao, ils ne la reverront pas. Alors que si vous créez du média, donc du YouTube, du LinkedIn ou autre, votre marque personnelle, elle grossit. Ce qui fait que si votre projet demain, il coule, et ben votre marque personnelle en tant que personne, elle revient. Prenons Elon Musk. Rien que le fait que lui soit au board de Tesla fait que la valorisation boursière de Tesla est beaucoup plus grande, juste parce que c'est Elon Musk et les gens se disent ils vont acheter grâce à Elon Musk. En revanche, il y a d'autres grandes entreprises dont le CEO est transparent, et elles sont moins valorisées parce qu'il n'y a pas cet actif. Donc, en fait, votre marque personnelle est un actif immatériel au service de votre entreprise, de votre business. Et LinkedIn est bien entendu une des meilleures façons de le gérer en pro. C'est parce que LinkedIn, c'est un réseau de traction. C'est que même si vous commencez avec 100 abonnés, vous pouvez aller très vite et votre post il peut être vu par 1 million de personnes. C'est avec TikTok les deux réseaux de traction. Ce qui fait qu'en fait, Facebook, sur Facebook, tu vas jamais atteindre des gens qui ne sont pas dans ton réseau. Alors que la force de LinkedIn, c'est que tu peux avoir un taux de reach, c'est-à-dire le nombre de gens qui voient un post par rapport au nombre de gens qui te suivent, qui est largement supérieur et tu peux atteindre des taux à x10. C'est-à-dire que tu peux avoir 10 fois plus de gens qui voient ton post que de gens qui te suivent. Et ça te permet d'avoir des leviers de viralité qui vont te permettre d'aller chercher des nouvelles audiences. Exactement. Ouais, exactement. C'est ce qu'on appelle un réseau de traction. Alors, Instagram, là, un peu plus aujourd'hui avec les Reels. En fait, YouTube et Instagram essayent de se recaler sur LinkedIn et TikTok sur la traction. Parce qu'avant, c'était des réseaux cloisonnés et LinkedIn ouvre les vannes. Certaines personnes pensent que c'est mauvais parce que du coup, ça fait que si des gens mettent des vidéos virales de chats, tu les vois. D'où l'intérêt aussi de unfollow régulièrement sur LinkedIn les gens qui te saoulent pour avoir un fil quali et aller traquer les bons créateurs de contenu. Et elle est engagée. Et du coup, c'est bien, ça nous fait une petite transition sur l'idée du plan. Donc, comme je disais, c'est d'abord aborder un petit peu pourquoi se lancer. Donc, ça, c'est bon. Je pense qu'il n'y a pas besoin de convaincre grand monde qu'il y a un vrai intérêt à publier sur LinkedIn. Il y a une difficulté sur laquelle on reviendra qui est de traquer le résultat. C'est-à-dire que toi, c'est facile parce que tu es indépendant. Donc, en fait, tu sais corréler plus ou moins la portée sur LinkedIn de tes derniers mois avec tes nouveaux clients. C'est quelque chose qui est assez facile. Moi, dans mon cas, typiquement, c'est beaucoup plus difficile parce que les gens sign up sur mon logiciel. Je ne suis pas capable de te dire s'ils ont vu un de mes posts LinkedIn, combien de posts il a fallu pour qu'ils sign up. Et donc, c'est très difficile de mesurer mon retour sur investissement de la publication LinkedIn. Excuse-moi, du coup, je ne sais plus où je voulais en venir. Oui, du coup, l'idée, c'était ça. C'est évident que ça rapporte de la valeur. Maintenant, la question, c'est combien de temps tu vas y passer et surtout, que faire avant de te lancer, en fait. C'est-à-dire, OK,
j'ai envie de publier sur LinkedIn. J'ai compris que c'est un vrai asset, peu importe qui je suis, que je sois entrepreneur, salarié, à la recherche d'un emploi. Mais publier sur LinkedIn, c'est pas faire un post pour dire cher réseau, je suis à la recherche d'un emploi, voilà mon CV, s'il vous plaît, partagez, commentez. Et du coup, c'est quoi, d'après toi, les questions à se poser de manière générale? Après, on peut prendre des cas concrets. Ouais. euh, Avant de se lancer, avant toute chose, quoi, avant de commencer à écrire ton premier post. Ouais. Alors, donc je vais faire beaucoup d'analogies avec l'exercice physique. Tu vois, LinkedIn, tout le monde sait que, enfin, il y en a, ils sous-estiment. Hein. Gary Vee avait dit, la plus grosse erreur que font les gens, c'est sous-estimer LinkedIn. Il ne faut jamais sous-estimer LinkedIn. C'est un réseau énorme. Donc, je vais faire beaucoup d'analogies avec l'exercice physique. Tout le monde sait qu'il faut publier sur LinkedIn. Tout le monde sait qu'il faut faire l'exercice physique. Ça ne veut pas dire que tu vas le faire et que tu vas le faire bien et sur la durée. Donc, j'en profite pour caler une petite pub, là, une petite ad, mais on a fait un manuel avec tous les enseignements qu'on a appris avec Modal Aves. Vous pouvez le retrouver sur supermanuel.co, tout attaché. Et on a mis tout ça, on a mis tout ça dans un e-book. On a mis beaucoup d'enseignements. Donc, et là, c'est un des premiers chapitres qui est avant de se lancer. Donc, avant de se lancer, vous devez trouver une ligne éditoriale. En fait, vous devenez journaliste, créateur de contenu, et vous devenez journaliste. Et comme vous devenez journaliste, bah, le Figaro ou Automoto ou Top Chef, vous n'allez pas parler de la même chose. Et en fait, le but pour vous, c'est de trouver ce dont vous allez parler, donc les grandes thématiques. Moi, j'en conseille entre 2 et 6. Et en fait, au sein de ces grandes thématiques, il va y avoir des choses qui vont en découler. Je vais vous prendre mon exemple. Moi, donc j'ai un exemple qui est l'écriture, ou d'autres pourraient dire le copywriting. Donc, en fait, tu vois, comment bien écrire, comment faire des bonnes accroches, comment apprendre à écrire plus vite, comment apprendre à écrire mieux, etc. Parce que j'écris tous les jours. Donc, ça, c'est un grand pan. Ensuite, il y a tout ce qui est acquisition. Donc, acquisition client en B2B. Donc, je vais dire, voilà, vous devez ajouter telle cible. Je vais parler de l'ICP, Ideal Customer Profile. Comment, tu vois, faire un message personnalisé de vente. Tu vois, où je parle de contenu de vente, comment gérer des entretiens commerciaux, etc. Je parle ensuite du freelancing, parce que moi, je suis un entrepreneur spécifique qui est un entrepreneur seul. Donc, quels sont les spécificités du freelancing? Je parle même parfois de temps en temps de juridique ou d'administratif, même si ce n'est pas mon sujet préféré. Et je m'autorise, ça c'est dans ma ligne éditoriale, on reparlera à la fin, tofu, moufou, moufou, 10 ou 20% de sujets plus globaux qui me font plaisir, que je vais choisir en fonction de mon humeur. Par exemple, les retards en réunion, les anglicismes, les levées de fonds, des choses comme ça. Et donc ça, ce qui fait que j'ai, on va dire, 3-4 grands sujets, plus un peu on va dire un 10-20% où je me laisse aller comme je veux. Et ça me crée une ligne éditoriale. Ensuite, quand vous avez cette ligne éditoriale, vous devez trouver une tonalité. Donc, est-ce que je vais être le méchant, le gentil, le drôle? Voilà. Et ça doit se décliner, se retrouver sur tous vos posts. Et donc, on a dit ligne éditoriale, tonalité. Et ensuite, vous devez définir des objectifs. Est-ce que vous avez un objectif de crédibilité? Est-ce que vous avez un objectif d'acquisition client? Est-ce que vous avez un objectif d'évangélisation de votre marché? Est-ce que vous avez un objectif d'écrire pour vos clients actuels dans des objectifs d'upsell? Ça, c'est à vous de le définir. Et donc, une fois que vous avez ces grandes thématiques, ces tonalités, vous allez devoir définir une fréquence, des types de posts. Et à la fin, et là, on ira peut-être à la fin, on va définir ce qu'on appelle des frameworks, c'est-à-dire des manières d'engager et de faire des posts qui fonctionnent bien. Et ça, on ira peut-être plutôt à la fin sur la partie advanced, ultra advanced LinkedIn à la fin du webinaire. Donc, stay tuned. Je vais vous parler des frameworks et de comment vous pouvez vous créer vos frameworks de victoire. Et super clair. Et du coup, ça marche aussi pour un employé. Donc, la question, c'est un peu si je suis employé, de quoi je vais parler. Et là, il faut aussi définir sa ligne éditoriale. Est-ce que vous êtes là pour faire de l'acquisition de clients pour vos clients, enfin pour vos entreprises, pardon, mais aussi pour développer votre marque sur votre sujet. C'est-à-dire que il est peu probable que ce soit intéressant si vous faites du SEO de parler que des sujets de votre boîte qui vend du service de camion frigorifique. Parce que à un moment ou à un autre, vous allez tourner en rond. Donc, il y a les sujets que tu veux, les sujets
qui vont servir ton objectif. Donc, ça ne veut pas dire que si tu parles de SEO sur LinkedIn dans une boîte de camions frigorifiques, que tu vas pas pouvoir utiliser ce savoir-là pour faire de l'acquisition client parce que tu développes une marque personnelle. Et en même temps, il faut trouver ce juste milieu pour l'employé, qui je pense est le cas le plus courant dans l'audience qu'on a aujourd'hui. C'est quoi ton conseil Ouais, alors déjà, oui, donc sur les employés, là, ça sera plutôt dans la deuxième partie, mais le problème des employés en général qu'ils ont, c'est qu'ils se sentent moins légitimes à prendre la parole et à faire des posts LinkedIn que des dirigeants ou des gens plus avancés. Alors déjà, il faut comprendre que LinkedIn, la place, elle est pour tout le monde. Et le but, c'est de documenter vos savoirs, vos expériences pour que ça serve à tout le monde. Donc, par exemple, quelqu'un qui est en recherche d'emploi, il pourrait aussi documenter sa recherche d'emploi et donner, on va dire, de la force à d'autres recherches d'emploi. C'est un réseau qui est B2B, mais comment dire c'est B2B, mais si vous êtes… c'est B2B, mais personne n'a dit, LinkedIn n'a jamais dit que c'était B2B. C'était, si vous êtes jardinier, vous pouvez parler de la récolte des carottes, ou si vous êtes dans la crypto, vous pouvez parler de crypto. En fait, c'est pour tout le monde. Donc, vous pouvez documenter vos recherches. Et ce n'est pas parce que vous êtes employé que vous êtes moins légitime à prendre la parole qu'un dirigeant. Donc ça, c'est très important. Il n'y a pas de problème d'imposteur. Si vous avez un problème du syndrome de l'imposteur, pensez comme un explorateur qui documente. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de vous dire « voici la vérité, voici ce que j'ai fait », dites « voilà ce que j'ai appris aujourd'hui ». Aujourd'hui, on a eu tel problème, on l'a résolu comme ça. Tu vois, un étudiant peut dire « voilà, aujourd'hui, j'ai les cours de marketing. Voilà, on a appris telle chose, telle chose. » Et en fait, c'est marrant, mais des gens qui peut-être qui savent déjà ces choses-là, mais qui vont apprécier votre état d'esprit d'explorateur, vont se connecter avec vous en se disant « ah, il me rappelle des choses, ah, ça me fait plaisir de voir Il ce va y qu'il avoir des gens qui abondent aussi. Moi, j'ai noté que sur des contenus comme ça, tu dis, aujourd'hui, j'ai appris telle chose. Et des gens qui vont abonder, qui sont d'autres experts du sujet, qui du coup vont eux-mêmes pousser ton contenu dans leur réseau sous forme de ah oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, il y a tel exemple qui valide bien ce que tu viens de dire, ou il y a aussi tel concept qui fait référence à ça. Et tu vas avoir ce truc de créer de l'engagement en créant des fois juste, c'est mon expérience, c'est partiel, c'est pas la vérité générale. Et du coup, les gens ont envie d'aller abonder, d'aller compléter ton propos. Et au final, c'est aussi ça le jeu du réseau social, c'est de créer une interaction. Tu n'es pas là en tant que sachant pour descendre ton savoir, tu es là en tant qu'individu qui cumule une expérience personnelle, une expérience professionnelle et une personnalité. Et ton but, c'est de mixer tout ça de manière authentique pour dire, voilà, moi je suis ça, j'ai ça à vous raconter aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? On en discute, on interagit. Ouais, clairement. Clairement. Donc, pour un salarié, c'est très important pour plusieurs raisons. Quand on est salarié, mais ça ne veut pas dire on n'est pas essentialisé salarié. On ne naît pas salarié, on ne meurt pas salarié. Un salarié peut demain devenir freelance, peut devenir entrepreneur, il peut devenir sans emploi aussi. On ne sait pas ce que demain nous réserve. Et en fait, votre marque personnelle en tant que salarié sera utile pour votre entreprise, mais sera aussi utile pour vous. Parce que comme on a dit, le projet, s'il meurt, prenons Elon Musk, je sais que beaucoup de gens le détestent, mais beaucoup de gens ont oublié qu'Elon Musk, avant, il était fondateur de PayPal. Ensuite, il a vendu PayPal avec ce qu'on appelle la PayPal Mafia. Ils étaient 12. Ils ont tous remonté des projets. Et ben, tu vois, il a fait Tesla, et il refait des projets, mais il emmène avec lui sa marque personnelle, peu importe les projets. Donc, en fait, votre marque personnelle, elle va vous suivre toute votre vie et elle va influer sur votre crédibilité en tant que salarié. Mais si demain, vous êtes dirigeant, vous allez avoir une autre audience, donc vous allez avoir des potentiels clients. Et donc, en fait, ça va vous servir à vous et ça va servir à tous les projets dans lesquels vous allez aller. Et aujourd'hui, un salarié qui a une marque personnelle forte, il va être beaucoup plus chassé qu'il aura de problèmes. D'ailleurs, on dit, si vous avez une marque personnelle forte, vous arrêtez de chasser et vous ne faites plus qu'attirer à un moment. Ouais. Nous, on a cet exemple en interne, parce qu'il y a quelqu'un qui posait la question et qui disait, quand je suis salarié, comment je gère ma marque personnelle quand je change d'entreprise, par exemple. Et nous, on a un super exemple en interne. On a Amandine qui est la personne qui gère la partie, qui est notre Head of Acquisition, donc qui gère toute la partie acquisition client, principalement justement via le référencement naturel sur Google, qui a développé une expertise sur ce sujet. Et aujourd'hui, déjà, elle a une certaine notoriété dans ce secteur-là parce qu'elle a des KPI qui sont incroyables et du coup, elle partage son apprentissage, elle partage ce qu'elle expérimente
et sans prétendre tout savoir, elle raconte son truc et il y a des gens qui viennent abonder. Et elle a créé sa marque personnelle autour du SEO. Et demain, si elle va dans une autre boîte, ça pose aucun souci. Elle a sa marque personnelle, elle parle de SEO. Demain, elle documentera comment elle développe le SEO dans une autre boîte, si elle est dans une autre boîte. Et aujourd'hui, en tant que salariée, elle a fait ça et elle se fait chasser. Et aujourd'hui, il y a là des propositions de salaire qui sont significativement supérieures à ce que nous, on lui propose aujourd'hui. Et donc, vous avez cette capacité aussi à monétiser, c'est-à-dire que vous avez un ratio entre la valeur perçue et la valeur réelle que vous créez en publiant sur LinkedIn. En fait, vous êtes le seul visible. Si vous êtes business développeur, combien vous avez de business développeurs en pourcentage qui publient sur LinkedIn? Moins de 1%. Donc, d'un seul coup, vous êtes le pourcentage le plus visible des business développeurs. Et si vous êtes le pourcentage le plus visible, d'un point de vue cognitif, on est tout de suite biaisé. Et en fait, les recruteurs, les chasseurs, les entrepreneurs, d'un seul coup, si vous êtes un business développeur qui va tout savoir, ça ne veut pas dire que vous êtes le meilleur, mais vous êtes le plus visible. Et donc, vous créez un ratio de valeur perçue, valeur réelle, qui fait que vous valez plus cher aux yeux des gens. Ouais. Ben, en fait, c'est exactement ça. Alors, quand je le dis, les gens souvent me tombent dessus. On me dit oui, du coup, c'est l'ère de la communication, c'est l'ère du paraître. C'est pas moi qui fais l'époque et c'est pas toi non plus. Toi non, oui, le plus visible parfois gagne. Mais ça, c'est les mêmes personnes qui disent oui, si tu fais un post humoristique sur LinkedIn, on n'est pas sur Facebook. Ici, il faut que le Ouais, contenu il soit. Mais non, genre, c'est des humains qui lisent ton contenu. Donc, à partir du moment où c'est des humains avec qui tu interagis, l'humain, par définition, il a plein de biais cognitifs, il est biaisé. Et soit tu choisis de penser que l'humain est un algorithme optimisé et qu'il doit se casser le cul à lire des contenus qui ne sont pas intéressants, mais parce qu'il est sur LinkedIn, donc il faut que ce soit instructif. Ou alors tu considères que l'humain, c'est une machine complexe qui est biaisée et tu utilises ces biais à ton avantage, au sens où tu vas chercher voilà, à optimiser et à satisfaire l'humain qui est en face de toi dans ce qu'il recherche. c'est ça. C'est ça. Ben, si prenons Top Chef, tu vois, Philippe Etchebest, c'est pas le meilleur cuisinier de France. Voilà. Alors, c'est subjectif, mais tu vois, un mec comme, je sais pas, comme Christian Constant est probablement bien supérieur en termes d'étoiles et de qualité qu'Etchebest. Sauf que Etchebest est le plus médiatique, donc c'est celui qui vaut le plus cher, tu vois, sur la place. Donc, ça, c'est malheureux, c'est aussi l'époque, mais quand vous êtes plus visible, vous devenez plus crédible. En fait, le vu à la télé s'est transformé en le vu sur Internet. Ouais, exactement. Ok, super, super intéressant. Donc, si on récapitule un petit peu, avant de se lancer, c'est définir tes sujets. Donc, de quoi tu veux parler, à qui tu veux t'adresser finalement, sans forcément rentrer dans une stratégie où tu vas passer 6 mois à développer, mais juste te dire, OK, je fais des cases et j'ai mes sujets. J'ai mes sujets très techniques qui correspondent vraiment à mon expertise, des sujets un petit peu plus généraux qui sont des expériences que j'ai apprises dans mon existence. Et après, peut-être des sujets un peu plus larges, des trucs un peu plus fun sur lesquels tu prends du plaisir. Et une fois que tu as défini ça, comment tu passes à l'étape de se lancer? C'est-à-dire Ouais, comment, là, ça y est, je suis convaincu. On m'a dit LinkedIn, peu importe mon activité, il faut que je le fasse. J'ai compris, je sais que je veux parler de ça, c'est mon expérience personnelle, je vais aller raconter. Comment je fais? En quoi je suis légitime à aller parler de ça? Parce que même si je reviens sur l'exemple du business développeur, je suis business développeur, ok, mais en quoi je suis plus légitime? Ça fait que 3 ans que je travaille, il y en a, ça fait 10 ans, ils sont infiniment meilleurs que moi. Qu'est-ce qui me légitime à aller partager ce que j'apprends alors qu'il y a des gens qui en savent 10 fois plus que moi? ouais. Alors déjà, il y a un truc, il y a des gens, tu vois, ils m'appellent, ils me disent, oui, moi j'ai fait telle formation, j'ai acheté le livre de Jean-Michel, j'ai suivi, tu vois, stop, quoi. À un moment, il faut y aller, quoi, tu vois. C'était mon poste du jour. Ouais. On n'apprend pas à faire du vélo en regardant les autres faire du vélo. On apprend à faire Non, du mais vélo en faisant du vélo. oui, non, mais je veux dire, en gros, tu seras jamais prêt. Enfin, LinkedIn, il n'y a pas de ROI direct, il n'y a pas de mode d'emploi. Il faut y aller, quoi. À un moment, il faut y aller, il faut se prendre des bides, il faut tester. Moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui il a fait un post, ça fait 100 likes, et puis il a up sans embûche. Ça n'existe pas, en fait. Donc, il y a un moment, on peut pas, on peut te donner du savoir, mais on peut pas te donner la force, quoi. Il faut que la personne trouve le courage à un moment de le faire. Et en fait, c'est deux choses. C'est le courage d'y aller et la persistance de le faire. Parce que si tu t'attends à avoir des performances incroyables au début, non. Il y a plein
Il y a plein de gens qui ont eu des performances, qui ont fait 100 posts avant d'avoir leur premier 100 likes et maintenant ils cartonnent. Mais la persistance est super important. C'est un processus itératif. Donc, ça veut dire que vous allez, ce dont vous parlez au début va peut-être pas ce dont vous allez parler au bout d'un moment, mais il faut se lancer. Pour plusieurs choses, c'est aussi que c'est comme l'entrepreneuriat, quand vous vous lancez, vous avez ce qu'on appelle des signaux de marché, c'est-à-dire des gens qui commandent, des gens qui likent. Et vous allez pouvoir leur demander, oui, tu as liké, qu'est-ce qui t'a plu, tu vois, au début, il faut vraiment traiter l'audience, treat your audience like gold, comme dit Gary Vee. C'est essayer de prendre tous les feedbacks possibles et voir ce qui est améliorable, ce qui a intéressé les gens. Mais il faut y aller, quoi, parce que fait est mieux que parfait. Et moi, j'aime bien dire la vélocité est mieux que la précision en contenu. Les gens qui sont précrastinateurs, donc qui prévoient tout et qui veulent que tout soit parfait, ils partent avec un avantage dans la vie, mais ils partent avec un désavantage en création de contenu. Création de contenu, les gens qui acceptent l'imperfection gagnent. Il faut parfois même tu balances les trucs, il y a des fautes d'orthographe, pareil, tu les corriges plus tard, tu laisses le truc go quoi. Donc première chose, syndrome de légitimité. De toute façon, syndrome de légitimité, personne n'est légitime, tout le monde est légitime. C'est normal qu'il soit inconfortable de faire des choses dont on n'a pas l'habitude. C'est bon signe. Ça veut dire que, vous ne pensez pas que vous allez être le king ou la queen en l'espace, donc humilité. Et aussi, vous savez que ça va être compliqué, donc vous acceptez cette zone d'inconfort. Et c'est dans cette zone d'inconfort-là que vous devez embrasser et y aller pour vous dire, go, quoi. Il n'y a pas de solution miracle. Et là-dessus, c'est bien d'avoir un mindset d'explorateur et que ce mindset d'explorateur fasse que vous allez documenter vos recherches au fur et à mesure sans passer pour l'expert. Comme ça, vous ne direz jamais, si quelqu'un dit « je ne suis pas d'accord », tu diras « ok, mais ce n'est pas moi qui l'ai dit », comme pour vous dédouaner. Là, j'en parle surtout, tu vois, à des étudiants, à des gens jeunes qui ont peur de ne pas avoir leur voix sur LinkedIn. Tout le monde a des choses intéressantes à dire. Si vous le faites bien et de manière humble, pas de souci. Vous pouvez y aller. C'est démocratique comme réseau. Et les gens, et vous allez voir, vous allez rencontrer plein de gens. Ça, c'est aussi un truc qu'on ne mesure pas. C'est le nombre de personnes dans le même état d'esprit que nous qu'on rencontre. Moi, j'ai rencontré plein de gens vraiment cool grâce à LinkedIn. Et ça m'a ouvert des opportunités business, mais aussi des amitiés. Par exemple, je suis parti en Géorgie en août parce que j'ai rencontré Ulysse Lubin. Il avait fait un co-living. Je n'aurais jamais rencontré sans LinkedIn. Donc, ça apporte plein de choses. Donc, voilà, il faut y aller. Donc, légitimité, let's go, quoi. 2, j'ai rien à dire. Vous avez plein de choses à dire. Donc, faites vos grandes thématiques et essayez de parler à votre vous d'il y a 1 an, 2 ans, 5 ans. Qu'est-ce que vous auriez aimé dire à cette personne-là qui est votre vous du passé et tu vois, entre votre vous d'il y a 1 an ou 2 ans et maintenant, qu'est-ce que vous avez appris? Et tout ça, essayez d'en snacker des contenus. Ça, c'est un super, je trouve, c'est un super levier créatif pour créer ses premiers posts parce que je trouve vraiment un super exemple de, OK, qu'est-ce que j'ai appris ces 2 dernières années que j'aurais aimé me dire il y a 2 ans? C'est forcément un sujet qui va intéresser quelqu'un parce qu'il y a forcément des gens qui sont là où vous étiez il y a 2 ans maintenant. Et donc, il y a forcément des gens auprès de qui vous êtes légitime à dire ça parce que vous parlez d'un truc que vous avez appris dans les dernières années. Et c'est un super truc pour se débloquer sur ses premiers contenus et passer cette étape. Par exemple, moi, il y a 2 ans, j'avais des croyances. J'avais 2 croyances qui étaient bloquantes. La première, c'est qu'il fallait de la technologie pour se lancer en entrepreneuriat. Et la deuxième, c'est qu'il fallait une équipe ou du capital. Aujourd'hui, j'ai ni technologie, j'ai pas d'équipe et j'ai pas de capital de départ ou de levée de fonds et je suis entrepreneur et ça fonctionne. Et en fait, aujourd'hui, je crée plein de contenus comme si je parlais à moi d'il y a 2 ans pour lui expliquer qu'il y a d'autres modèles et de formes hybrides d'entrepreneuriat qui ne sont pas gourmands en capital, où il n'y a pas besoin de technologie de départ, et vous pouvez quand même avoir de l'attraction et avoir du savoir-faire qui se monétise fort. Mais du coup, j'en ai fait plein de contenus, c'est un gros pilier dans ma ligne éditoriale. Donc ça, cette idée de se parler à soi-même il y a 2 ans, ça t'enlève aussi une autre problématique et que je vois beaucoup sur LinkedIn, c'est des gens qui se mettent jamais à la place de la personne qui lit le contenu. C'est pareil en prospection LinkedIn, où je vois des trucs catastrophiques, où tu es en train de t'adresser à des humains. Et si tu ne te mets pas dans ton processus créatif à la place de ces gens qui vont lire ton contenu, il n'y a aucune raison que ça marche. Parce que si tu es en train de parler pour parler de toi, ça ne marche pas. Et du coup, quand tu fais cet exercice de dire « je parle à moi d'il y a 2 ans »,
comment je fais pour toucher l'émotion de cette personne, comment je fais pour qu'elle se sente concernée par ce que je lui raconte, qu'elle comprenne que c'est important, qu'elle ait envie de consommer ce contenu et potentiellement qu'elle ait envie d'engager. Qu'est-ce qui fait que s'il y a 2 ans, j'avais lu ce post-là, j'aurais mis un commentaire ou j'aurais liké parce que ça m'aurait été utile, pertinent, ça aurait été engageant, j'aurais eu envie de répondre. Et du coup, cette idée de se parler à quelqu'un il y a 2 ans, ça a cet aspect qui facilite l'aspect créatif, mais aussi ce truc d'être dans l'empathie et de se demander, à un moment, il y a quelqu'un qui va lire ton contenu et si tu ne te mets pas 2 secondes à sa place, il n'y a aucune raison que ça marche. Et commencer par cher réseau, ben non. Genre, est-ce que quand tu lis un post et que ça commence par cher réseau, tu t'arrêtes? Non, tu ne t'arrêtes pas. Tout le monde commence son post. Tu sais que ça va être un CV, un mec qui veut parler de lui pour avoir un taf et ça n'a aucun intérêt. Ouais, clairement. Clairement, l'empathie, c'est une grande qualité en création de contenu je vais plutôt le faire pas positif l'empathie, mais je dirais par la négative, l'égocentrisme en création de contenu, c'est vraiment dur, quoi. Si, tu vois, par exemple, il y a des gens que j'ai accompagnés, ils m'ont dit oui, mais l'interaction, ça va pas trop et tout. Et je regarde leur fil et je dis, mais tu likes rien, tu commentes rien. Ils me disent, oh non, la flemme et je sais pas quoi. Je dis, bah ouais, mais réciprocité, quoi. Il y a un moment, tu peux pas attendre des gens qui s'intéressent à ta vie, mais en même temps, ne pas, tu vois, aller s'intéresser à la leur, quoi. Et Ouais. ça, enfin, ça s'invente pas. Donc, sur ça, c'est compliqué. Du coup, Et c'est sur ça intéressant parce aussi, que. Ouais, excuse-moi, vas-y, vas-y. non, dis-moi, dis-moi, dis-moi. J'allais dire, on arrive à un sujet qui est important, sur lequel moi, par exemple, typiquement, j'ai vraiment fait cette erreur au début. Ça fait 2 ans que je suis sur LinkedIn. Et quand je publiais, je balançais mon post et je disais, bah, Inch'Allah, et je revenais 2 jours plus tard pour voir si ça avait marché. Et en fait, j'avais omis ce paramètre qui aide à aller interagir avec les autres. Évidemment, sur son propre post. Et là, par exemple, typiquement, cette semaine, j'ai publié, j'ai été sous l'eau, j'ai répondu à aucun commentaire. Et le reach de mes publications, il est divisé par 2. C'est-à-dire que pour le même niveau d'engagement, d'ailleurs le même nombre de personnes qui viennent répondre à ton post, LinkedIn favorise l'interaction. Et donc, c'est pas je publie un post, des gens le lisent et des gens commentent, c'est je publie un post et on interagit ensemble. Et il y a ce premier truc-là donc dans la partie création. Et ensuite, il y a ce dont on parlait aussi qui est aller engager sur les autres, comme tu dis, le principe de réciprocité. Ouais. Oui, oui, après, principe de réciprocité, c'est. Alors là, on va passer sur des techniques peut-être un peu plus avancées. La meilleure chose à faire si vous avez peur de faire un post, allez Ouais. commenter. Euh, Tu vois, commenter, ce sera parfois moins visible. Vous ne serez pas, entre guillemets, responsable ou skin in the game. Ça veut dire que vous serez que le commentateur du contenu. Mais ça, sur des contenus visibles, ça va être intéressant, les gens vont vous voir, l'auteur du post va vous voir, et si vous le faites une fois, 2 fois, 3 fois, bah, à un moment, la personne, elle va savoir qui vous êtes. Mm. Bon, je ne parle pas de le faire sur Emmanuel Macron, parce que lui, il en a rien à foutre, c'est même pas lui qui publie. Mais sur des créateurs, on va dire humains. Donc, ça, allez-y. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter des sujets qui vous plaisent, des posts qui vous plaisent. Alors, sur des contenus, mais surtout les contenus qui vous plaisent, mais tu vois, ça ne sert à rien d'aller dire trop bien une vidéo de chat. Mais sur des sujets vraiment d'expertise, ça peut être cool. Faites-vous voir par les autres, faites-vous voir par le créateur de contenu qui pourra vous rendre l'appareil. Et n'allez pas voir que les cool kids, les mecs qui ont 200, 300, 1000 likes. Tu vois, si tu vois une vraie publication, que le mec s'est donné et qu'il a un like, bah, sauve-lui sa journée, quoi. S'il Ouais, c'est poste bien, clair. fais-lui un putain de bon commentaire pour le remercier et pour lui dire je suis avec toi, mon gros. Et alors, eux, c'est sûr, quand vous les aidez, ces gens, eux, ils vont revenir chez vous. Mais voilà, je dirais, les gros n'ont pas besoin de vous, donc allez les hacker. Et les petits, entre guillemets, aidez-les, ceux qui parlent la même chose que vous, soutenez-vous, dites-vous que vous allez le faire ensemble, vous allez leur faire passer une super journée avec votre commentaire, et puis eux, ils vont venir vous aider, et vous allez vous aider entre petits, quoi, entre guillemets. Mm. Donc, C'est vrai qu'il y a vraiment 3 intérêts majeurs à aller commenter les posts des autres. Le premier, c'est le fait d'avoir ce principe de réciprocité qui fait que la personne, tu lui as surtout, justement, comme tu dis, quand elle débute elle-même et qu'elle est en train d'essayer de trouver son audience market fit, donc de trouver le content market fit, le contenu qui plaît à son audience. Et du coup, elle est en train d'itérer et toi, tu lui envoies un message positif en disant, là, ce que tu as fait, c'est cool, j'adhère. Donc, tu as ce principe de réciprocité où elle te doit quelque chose. Tu as le fait que tu vas te construire un fil d'actualité
beaucoup plus quali. Les gens pensent que follow des gens, ça suffit. Follow quelqu'un, ça augmente de très peu vos chances de l'avoir dans votre fil d'actualité, puisque la plupart des gens, ils follow 2000, 3000, 4000 personnes, puisqu'à chaque fois que vous rentrez en relation avec quelqu'un sur LinkedIn, automatiquement, vous allez le follow. Donc, ça veut dire qu'automatiquement, il y a une probabilité que ces contenus apparaissent dans votre fil d'actualité. Et si vous engagez, là, vous donnez un signal à l'algorithme que ce contenu vous a intéressé. Et donc, vous avez beaucoup plus de chances de construire un fil d'actualité de contenus qui sont quali. Et moi, aujourd'hui, j'ai un fil d'actualité avec que des contenus des créateurs que j'adore consommer. Parce qu'à force d'engager et d'interagir, l'algo LinkedIn me propose des contenus qui sont beaucoup plus adaptés à ce que je cherche. Et j'ai plus les sondages débiles, ou moins parce que c'est quand même beaucoup de sondages débiles, et j'ai plus des trucs qui sont des CV, ce genre de choses qui sont pas intéressants. Et ensuite, le troisième intérêt, c'est que l'algorithme aussi, si on rentre dans un truc un peu plus technique, mais quand vous engagez sur le contenu de quelqu'un, statistiquement, votre post suivant a beaucoup plus de chances de sortir dans le fil d'actualité de cette même personne. Et du coup, bah, moi, si j'engage sur ton contenu demain, il y a plus de chances qu'à mon prochain post, il apparaisse dans ton feed. Et du coup, bah, en plus, avec le principe de réciprocité, il y a plus de chances que tu commentes. Et vu que tu as une bonne audience, bah, l'effet de réseau sur LinkedIn fait que le LinkedIn essaye de vous proposer du contenu qui soit plus pertinent. Et donc, quand quelqu'un qui a une forte audience commente le contenu de quelqu'un d'autre, il y a de fortes chances qu'il fasse bénéficier à son audience de ce premier contenu. Enfin, on rend un truc un peu technique, mais en fait, bah, si une personne avec une forte notoriété commande votre poste, vous avez beaucoup plus de chances que votre poste il gagne de la portée parce que ça va pousser ça dans l'audience de ce créateur. Donc ça, c'est vraiment presque aujourd'hui, tu peux avoir une stratégie de visibilité sur LinkedIn quasiment sans créer toi-même du contenu et en étant juste dans la partie interaction. En fait, dans votre routine, si vous faites, disons, 2 posts par semaine, c'est bien de prendre du temps pour les créer et pour répondre aux commentaires. C'est bien aussi de mettre dans votre routine un temps pour aller prendre le temps d'aller voir les gens, liker et commenter ce qui vous plaît. Ça doit venir dans votre routine. C'est important. Vous n'êtes pas des stars. Alors, il y a de toute façon, il y a des célébrités qui le font. Hein. Les CEO de grandes boîtes, les restas, ils répondent à rien, ils n'en ont rien à foutre. Mais vous n'en êtes pas là encore. Sauf toi, non, qui est une resta. Ouais, Mais en plus, il répond, lui. Donc, prenez du temps pour répondre, pour aller voir les autres et faire le taf de les remercier. Et voilà, ça leur fera plaisir et ça sera bénéfique pour vous. top. Bah, écoute, là, on a bien avancé. Il y a quelques questions, donc je check un peu aussi ce que les gens disent pour voir si c'est assez clair ce qu'on raconte, mais ça a l'air assez clair. Il y a deux, trois questions sur lesquelles on reviendra après. Là, on a dit un peu, bon, bah, voilà, que faire avant de se lancer? Comment passer ce cap? Bah, en fait, il n'y a pas de recette magique pour passer ce cap. Il faut le passer, il faut aller interagir avec les gens. Après, il faut créer ton premier post. Au final, si ton premier post il bide, de toute façon, algorithmiquement parlant, plus ton post il bide, moins il y a de gens qui le voient. Donc, moins c'est grave finalement. Et le plus grave, c'est de faire un post qui devient viral finalement, parce que c'est là que tu te retrouves exposé à beaucoup de gens qui des fois sont pas d'accord avec toi et qui vont commencer à interagir de manière difficile. Au final, personnellement, les posts que j'ai trouvé les plus durs à assumer, c'est les posts qui sont devenus viraux. Le post qui bide, bah, il bide, de toute façon, personne ne l'a vu, donc on s'en fout. Donc, je pense que c'est important à rappeler quand même. Et du coup, on rentre dans la… Il y a une phrase qui dit « Tout le monde veut devenir viral jusqu'à ce qu'il devienne viral » et là, il regrette. C'est ça. Je pense que c'est un bon mantra, effectivement. Et du coup, maintenant, un peu aborder juste comment le process créatif, toi, plus peut-être ton expérience aussi, on est là pour apporter un peu son expérience, mais c'est quoi ton process créatif pour trouver des idées de posts? Et ensuite, comment, une fois que tu as une idée, tu construis d'un point de vue copywriting, est-ce que tu as des frameworks, ce genre de choses? Ouais, alors, donc, comment trouver ces idées de post? Donc, comme je l'ai dit, faites-vous une sorte de tableau avec vos 4 ou 5 grandes thématiques. Ça vous permettra de mettre de l'ordre dans votre cerveau. Moi, j'utilise Trello, T-R-E-2-L-O. Trello, mais utilisez ce que vous voulez, Notion, ce que vous voulez. Vous faites 5 grandes thématiques verticales, ou 2 ou 6, comme vous voulez. Là-dedans, vous allez essayer de trouver des posts avec une visée. Donc, moi, j'utilise la méthode des 4 A, qui est une méthode de 2 Américains, 2 écrivains américains. Donc, les 4 A, c'est anthropologique, actionnable, analytique et aspirational. Donc, inspirationnel en français, mais vu qu'en anglais, c'est aspirational.
Donc, actionnable, ça va être un post. Imaginons que vous soyez dans la crypto-monnaie. Ça va être les 5 actions, les 5 premières actions à faire pour acheter de la crypto. 1, 2, 3, 4, 5. C'est un post actionnable que vous donnez à votre audience. Vous pouvez le faire avec tout. Ensuite, analytique. Analytique, ça va être les 5 tendances de la génération des millennials et de la crypto-monnaie aux États-Unis. Et là, vous faites décryptage de tendances, de statistiques ou autres. Encore une fois, vous pouvez le faire avec du jardinage, vous pouvez le faire avec plein de trucs. Aspirationnel, ça peut être il y a 5 ans, je ne savais même pas ce que c'était la crypto. Aujourd'hui, j'ai un gros portefeuille NFT crypto. Voici pourquoi mon état d'esprit a changé sur ce sujet. Vous expliquez, parlez de vous. Dernier A, anthropologique, si vous faites plutôt de l'analyse de recul. Par exemple, ça peut être pourquoi les cryptos vont pourquoi les cryptos vont remplacer la monnaie, ou pourquoi les gens croient à la monnaie décentralisée, à crypto. Tu vois, donc ça, c'est plutôt du pourquoi, de l'anthropologique, du sociologique. Et en fait, vous prenez vos grands sujets, donc en vertical, vous mettez ces 4 A en horizontal et vous essayez de trouver des sujets. Les sujets, tu les trouves où? Généralement, tu les trouves quand tu es debout, quand tu es en mouvement, donc quand tu marches, quand tu es dans la douche, quand tu fais du sport, quand tu as une discussion avec des copains, quand tu écoutes de la radio. Il faut que vous notiez tout. En fait, votre cerveau, il ne faut pas lui faire confiance, il faut noter tout, parce que sinon, vous allez oublier. Donc, notez tout. Même le samedi soir, quand vous avez bu la bière de trop, vous avez votre petit carnet ou votre petite conversation sur Messenger avec vous-même. Vous faites ça, vous notez. Il faut adopter l'état d'esprit détective. C'est-à-dire, il faut que, en fait, tout, n'importe quelle conversation avec un vieux, un gamin, n'importe quel film, n'importe quelle émission de radio, n'importe quelle pub, n'importe quoi peut être sujet pour vous faire trouver des idées. En fait, vous pouvez partir de n'importe quoi et en extraire des choses à l'école ou autre. Et ensuite, là-dedans, vous mettez ça dans vos grands tableaux, donc les 4 A et vos grandes thématiques, et vous essayez de mettre ça dans votre Trello. Ça peut être une idée, vous pouvez se dire, OK, je la développe demain, vous pouvez la laisser pour plus tard, et ensuite vous mettez des moments, une demi-heure ou 1 heure par semaine ou 2 heures, vous prenez des temps, et là vous dites, je prends une idée et je la développe. Vous écrivez tout d'un coup, et ensuite, derrière, vous affinez pour que le poste, il n'y ait plus que la substance. Donc, j'ai vu quelqu'un qui a demandé en commentaire les 4 A, donc je vous le refais. Actionnable. Donc, donner à l'audience la possibilité de faire quelque chose. Par exemple, voici 5 manières d'acheter de la crypto-monnaie. Donc, 1, actionnable. 2, analytique. Par exemple, les 5 tendances de la crypto-monnaie aux États-Unis. 3, aspirationnel. Il y a 5 ans, je ne savais pas ce que c'était la crypto-monnaie. Aujourd'hui, j'ai un énorme portefeuille de crypto-monnaie. Voici ce qui s'est passé. Donc, vous parlez de vous expliquez des histoires, vous racontez. Et le dernier A, c'est anthropologique. C'est vous prenez des sujets, vous les décortiquez, vous expliquez le pourquoi du comment. Ça peut être, par exemple, les coulisses ou pourquoi on a décidé de passer de 10 à 50, pourquoi on a décidé de passer de 20 à 18, pourquoi les gens achètent de la crypto. Voilà. C'est le pourquoi du comment. Vous levez le voile sur la compréhension, vous prenez de la hauteur. Donc ça, c'est les 4. Je vous dis actionnable, analytique, aspirationnel et anthropologique. Super clair. Et ça aide, quand tu fais les récaps comme ça aide pour le résumé que l'équipe chez nous, après, elle va avoir à écrire, elle va se reprendre la vidéo et essayer de poser tous les concepts à l'écrit. Donc, c'est cool. Le replay, d'ailleurs, pour info, donc juste une petite aparté, mais le replay sera dispo immédiatement sur YouTube. Donc, vous tapez Wallaxy sur YouTube, vous aurez le replay. Dès qu'on a fini l'enregistrement du webinaire, il est publié automatiquement. Et ensuite, nous, dans les semaines qui arrivent, on prend le contenu et on en fait un article hyper résumé, un peu plus structuré des fois, où on va essayer de vous retransmettre tout ce qui a été abordé dans ce webinaire sous une forme écrite qui est des fois qui se digère pas de la même manière et que vous pouvez avoir sous la main au moment où vous voulez commencer à vous lancer sur LinkedIn. Donc, pas d'inquiétude s'il y a des choses qui sont dites. Il y aura le temps de revenir dessus pour vous plus tard. On vous repartagera ces contenus avec plaisir. Et je voudrais revenir sur ce truc. Alors là, c'est peut-être un truc plus personnel, mais le sujet de la créativité, pour moi, il est assez fondamental dans le process de création de contenu LinkedIn. Et il y a plusieurs choses. Déjà, comme tu disais, tu n'as pas des idées quand tu es en train de faire quelque chose.
moi, ça m'arrive jamais d'avoir des idées de posts quand je suis au taf sur mon PC. Ça n'arrive pas. Les idées, je les ai quand je fais du sport, je les ai quand je m'étire, je les ai quand je lis, je les ai quand je fais de la cuisine, quand toutes les tâches ménagères. Et donc ça, c'est un truc qui est important si vous voulez commencer à créer du contenu sur LinkedIn, c'est aussi de vous aménager du temps à des moments qui ne sont pas des moments de focus et être dans ce truc de laisser ses pensées un petit peu dérouler et ça va se prêter un peu à tout ce qui est pleine conscience, donc on rentre peut-être dans une dimension un peu plus spirituelle, mais cette idée que si vous voulez créer du contenu, il y a un moment dans votre journée ou dans votre semaine vous devez ne rien faire. Et ça veut dire ne pas être en train de scroller j'entendais, ne pas être sur son tel, ne pas jouer à un jeu sur son tel, ne pas être en train de scroller un fil d'actualité et être dans des processus où le cerveau, il a un peu plus la place, il n'est pas hyper stimulé et il a la place pour dérouler. Et ensuite, de noter, je te rejoins parfaitement, une idée, des fois, elle est là pour un instant et il faut absolument la noter, sinon vous la perdez. Des fois, elle est nulle, mais notez systématiquement. Et au final, vous allez vous rendre compte que même si vous n'avez qu'une idée de poste aujourd'hui, donc là, vous dites, je veux me lancer, mais j'ai une idée. En fait, quand vous commencez à créer du contenu sur LinkedIn, vous commencez à réfléchir en post LinkedIn. Et il arrive un moment, à force de créer du contenu, où moi, aujourd'hui, pour un post que j'écris, j'ai deux idées. Et du coup, c'est vraiment une hydre de tête où ça ne fait que se multiplier parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas encore abordé, mais un post doit avoir une idée et jamais plusieurs, sinon vous risquez de perdre votre audience. Et donc, des fois, en écrivant même le post, vous vous dites, oula, je voudrais parler de ça. Ah ben non, c'est pas du tout, ça s'éloigne trop de ce que je suis en train de raconter. Oh, je prends cette idée, hop, dans mon carnet d'idées, je déroule ma première idée, j'en ai déjà une deuxième pour un post suivant. Je ne sais pas si tu vis la chose de la même manière, mais… Alors, il y a trois choses, parce que moi, j'oublie vite les trucs. Alors, tu as dit donc l'inspiration, Ouais. ouais, faut y aller direct. Ensuite, tu as parlé d'une idée et amène à d'autres idées. Et le dernier point, oui, la méditation, voilà, c'est ça. Alors, exactement. Donc là, c'est un peu bizarre, mais les idées, vous les trouvez. En fait, la créativité vient des moments où on ne fait rien. Et donc là, ouais, c'est quasiment philosophique, mais le 21e siècle nous apprend à être toujours busy. Tu vois, c'est l'éloge et l'éloge des gens qui sont occupés. Yeah. Donc, tu vois, dire, ah ouais, là, le truc, les réunions, vous n'allez pas trouver vos idées en réunion, vous n'allez pas trouver vos idées avec des photos de chats sur Instagram, vous n'allez pas trouver des idées. Enfin, en gros, il y a un moment où vous devez rien faire, c'est-à-dire rester dans des processus méditatifs. Mais limite, vous mettez sur une chaise et puis vous faites rien. Mais quand je dis rien faire, c'est pas regarder la télé ou autre, quoi. Et en fait, souvent, on est forcé d'arriver dans ces moments-là. On l'est forcé. La douche, on trouve des super idées dans la douche parce que quand tu es dans la douche, tu n'as pas d'autre choix que de ne rien faire. Donc, ouais, ou le sport. Donc, voilà. Un, prenez-vous des moments méditatifs, allez marcher, faites des longues marches, trouvez ça. Deux, il faut, quand vous avez l'idée, il faut y aller maintenant. Parce que les Américains disent Inspiration is perishable, act on it immediately. L'inspiration est périssable ou éphémère, il faut y aller dessus. Et je vais rajouter une phrase de Kendrick Lamar qui dit vous notez les idées, non pas pour vous rappeler des idées, mais vous notez les idées pour vous rappeler de votre état émotionnel au moment où vous l'avez pensé. Et en fait, vous notez des choses et vous vous remettez, vous dites ah, je me sentais comme ça à ce moment-là. Donc, il faut noter constamment et vite. Donc, je sais pas, moi, j'ai la flemme, donc j'ai une conversation avec moi sur Messenger. Donc, je m'écris sur Messenger. C'est pas ouf, c'est pas technique, mais au moins, c'est dedans. Et le dernier truc, qu'est-ce que j'avais dit? Inspiration, méditation. Et le dernier truc? Après, bah, une idée en amène une autre et tu Voilà. commences à réfléchir. Et du coup, Ouais. toujours avoir qu'une idée par poste. Voilà. Donc, moi, j'aime bien la métaphore des chutes de tissu dans les usines. Quand on vous fait une chemise ou un pull, tu vois, il n'y a jamais exactement la bonne boule de laine pour faire le pull. Donc, à un moment, on vous fait le pull et il y a des chutes de tissu. Et ces chutes, bah, à un moment, tu ne peux rien en faire, quoi. Donc, ça part à la poubelle ou je ne sais pas où. Et c'est du déchet. Pour les idées, vous avez la même chose. Vous avez des chutes d'idées. Parce qu'à un moment, vous essayez de dire ah, mais je veux tout faire rentrer. Il ne faut pas tout faire rentrer. Le plus important, ce n'est pas que vous ayez l'air intelligent, c'est que vous ayez l'air clair. Donc, il faut que votre idée, elle soit cristal claire, que vous ayez une accroche qui défonce et que vous ayez une sortie top et que tout le monde comprenne ce que vous avez voulu dire. Les idées, les chutes d'idées qui ont, on va dire, les rest in peace ideas pendant le processus, vous les remettez dans votre
dans votre Trello ou dans votre base d'idées et vous allez les réutiliser pour plus tard. Donc, quand vous créez, ça vous dites, ah, mais tiens, justement ça, ah oui, je l'ai, il faut que j'en parle, mais n'en parlez pas maintenant. Vous n'essayez pas de rajouter des trucs qui n'ont pas lieu d'être. Gardez-les pour plus tard et vous en referez une idée hyper claire. N'hésitez pas à être synthétique. Si votre post doit faire 5 lignes et qu'il est compréhensible en 5 lignes, faites-le en 5 lignes. Si vous n'arrivez pas, faites des posts plus longs, alternez à la limite de temps en temps. Et voilà, vous allez avoir plein d'idées. Je pense qu'on rentre dans un concept qui est intéressant. Du coup, on avance un peu sur la partie qui rentre dans les sujets vraiment du copywriting, de comment on écrit son post. Et tu as parlé de l'accroche, évidemment. Est-ce que tu as des conseils précis à donner sur l'accroche déjà? Est-ce que tu as une manière, toi, de la faire? Quelque chose en particulier? Ouais. Alors, là, c'est comme la création de contenu, il faut toujours penser long terme. C'est-à-dire se dire jamais penser que piraterie, comment je vais niquer le système. Pour moi, alors là, je parle personnellement, mais je pense que c'est valable pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens ont tendance à tromper le lecteur dans l'accroche, c'est-à-dire à mettre une accroche trompeuse ou clickbait dans l'idée que la personne clique sur voir plus, etc. Moi, je pense que ça bousille la crédibilité. Le plus simple, j'ai deux méthodes. La première méthode, c'est la méthode de Paul Graham. C'est vous prenez en fait, synthétisez l'idée de votre post en une phrase et expliquez comment ou pourquoi. Et dites, et vous prenez votre idée, vous dites comment faire ça, 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 ou pourquoi faire ça, ça, ça. Et ensuite, vous développez ce que vous avez dit. Comme ça, dès la première phrase, les personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par ce que vous allez dire vont s'arrêter. Et vous allez donner, dès la première phrase, la résolution du problème en disant que vous allez le résoudre. Donc, il faut que vous le résolviez. Et là-dessus, ce qui va faire que si vous faites une accroche bizarre ou qui n'intéresse pas, vous n'avez pas de crédibilité, les personnes vont partir, se dire « Ouais, je m'en fous, je ne le connais pas, ce mec. » Mais si vous dites comment acheter ces premières cryptos et que les gens sont intéressés par la crypto, même des gens très développés en crypto peuvent se dire « Qu'est-ce qu'il va raconter, lui ?» Alors peut-être que vous allez réduire votre audience de base, mais au moins, vous allez avoir des gens captifs sur ce que vous voulez dire et c'est des gens qui vont pouvoir vous aider sur le long terme. Moi, j'aime bien comparer ça à un email. On est sur la même chose que l'objet de l'email et le contenu de l'email. Si vous faites de l'email marketing ou du cold email, vous êtes en train de prospecter par email. Si vous dites, si votre objet c'est salut mon fils et qu'en fait le mail c'est un mail pour vendre un nouveau logiciel à votre prospect, le mec va ouvrir parce qu'il est curieux, vous allez avoir des super taux d'ouverture, mais derrière ça n'a pas de sens, ça ne matche pas entre ce que vous lui avez proposé dans l'objet et le contenu du mail. Et on est sur la même chose finalement. On est sur un objet, de quoi je vais parler. Et si ça n'a rien à voir, et si le lecteur a l'impression de se faire enfumer et d'avoir cliqué sur voir plus parce que vous avez tout fait pour qu'il clique sur voir plus, il va juste passer son chemin et vous allez perdre et de la crédibilité et de l'engagement et de l'audience. Ouais, clairement. Attends, petit problème il faut que je me branche en même temps. Ça marche. Donc, désolé pour… c'est un nouveau téléphone, je ne sais pas comment il fonctionne bien. Donc, ouais, et deuxième chose, la méthode 75%. La méthode 75%, c'est simple, c'est qu'il faut que vous délivriez ce que vous allez expliquer dans le post à 75%. Donc, ça veut dire que il ne faut pas que vous disiez dans votre accroche comment acheter ses premières cryptos, aller sur Coinbase et acheter. Tu vois, ça, c'est 100%. Il faut que ça soit 75%. Comment acheter ses premières cryptos? La méthode en 5 étapes. Ça, c'est l'accroche. Donc, les gens savent qu'ils vont savoir à la fin du post comment que ça parle de crypto, qu'ils vont acheter leur première crypto et qu'ils vont avoir 5 étapes pour le faire. Mais ils ne savent pas encore exactement comment le faire. Donc, en gros, dites ce dont vous n'allez pas à 75% et ensuite, le cœur de votre post doit être la solution qui va être les 25% restants. Et quand il va lire, la personne sait déjà qu'il va voir ça. Donc, super voilà. Clair. Et du coup soignez l'accroche, soignez les sorties. Ouais. J'ai pas entendu, excuse-moi. Je t'ai dit, soignez les accroches et soignez ses sorties. C'est sorties. C'est-à-dire qu'à la fin, en fait, il faut que votre première phrase soit accrocheuse. Il faut que votre dernière phrase, elle soit mémorable. Parce que c'est la dernière chose qu'il lit. Il faut que ce soit une punch de fin. Donc, je dirais, en fait, faites un sandwich, une super belle tranche de pain au-dessus qui annonce ce qui va en dessous, une super belle tranche de pain en dessous et votre viande au milieu qui est le contenu de votre post. Soignez l'entrée, la sortie
et soyez honnête et délivrez la valeur que vous avez promis et construisez au fur et à mesure vos posts LinkedIn et votre audience comme ça. J'aime bien, j'adore. Et du coup, il y a quelqu'un qui demande de revenir sur les 75%. Donc, si j'ai bien compris, ce que tu dis, c'est que dans ton accroche, on doit pas forcément avoir 75% du savoir du poste, mais 75% du sujet. Donc, l'exemple que tu donnais, c'est vous faites un post sur les 5 meilleurs cryptos du moment. Vous allez dire, selon moi, les 5 meilleurs cryptos du moment qui vont tout exploser en 2021 ou en 2022. Ouais. Et ça, c'est votre accroche. Et du coup, vous avez déjà donné 75% du contenu du post au sens où je sais au voire plus que je vais avoir 5 cryptos qui vont exploser en 2022 selon les heures du poste. Ouais, exactement. Et des gens pas intéressés par la crypto ne vont pas cliquer. Et des gens amateurs ou des gens qui seraient trop dans la piraterie, les hacks, vont essayer de faire des accroches hyper génériques et trompeuses pour faire en sorte que tout le monde clique sur voir plus. Pour moi, c'est une très mauvaise stratégie sur le long terme parce que ces gens, ils finissent par passer pour des guignols et tu les unfollow, quoi. Donc, tu vois, si tu veux chercher un client à étiquette, il ne va pas acheter un mec qui l'a trompé. Tu as juste envie de le baffer. Tu vois, tu as promis quelque chose, tu as délivré, let's go. Tu ne feras jamais un 1000 likes sur un post sur les 5 cryptos à acheter. Mais peut-être que des gens dans la crypto vont liker, ce qui va amener d'autres gens dans la crypto à venir voir et s'intéresser à toi. Et tu vas construire au fur et à mesure ta crédibilité là-dessus. Jusqu'un jour, ouais, ça nous amène à un sujet assez intéressant, c'est la volonté de tout. Effectivement, quand on est créateur, et toi comme moi, on est toujours en train de regarder les vues qu'on fait, parce que c'est quand même le KPI de la réussite de nos contenus. Et en même temps, ne jamais oublier que toutes les vues ne se valent pas. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une vue sur LinkedIn, c'est quelqu'un qui est passé sur votre post dans son fil d'actualité. Ça ne veut pas dire que c'est arrêté, ça ne veut pas dire qu'il a lu. Mais on peut estimer qu'il y a une proportion similaire de gens qui lisent le post. Donc, ça vous donne comparer 2 posts en vue, ça vous donne un ordre d'idée de la réussite. Mais une fois de plus, si vous voulez faire un post viral, vous dites pour ou contre la peine de mort, vous faites un sondage et vous avez 1 million de vues. Mais à quel prix et est-ce que ça remplit vos objectifs? Et du coup, il y a quand même une vraie réflexion, je ne sais pas ce que tu en penses, sur effectivement chercher un peu de viralité, chercher de l'engagement, chercher de la vue, mais en même temps servir son audience. Et si ça n'apporte pas de la valeur, ce truc d'apporter de la valeur, qui est que l'audience, ça vous prend pour un guignol, votre vue n'a pas la même valeur. Exactement. Là, on en revient sur un des sujets que tu as évoqué au début, qui est mesurer la performance. Alors, si vous mesurez qu'en vue, le problème, c'est que vous allez être tenté de faire des posts qui privilégient les vues. Il y a une sorte de corrélation décroissante entre votre respect par des dirigeants et à quel point vous voulez être viral. Je m'explique. C'est probablement plus facile de décrocher des tickets avec des boîtes qui vont venir vous acheter ou vous recruter sur des posts à 40 à 60 likes hyper quali que sur des posts un peu clickbait à 1000 likes, tu vois. Au bout d'un moment, la viralité, c'est suspect, en fait. Sauf si tu as une énorme audience. Oui. Effectivement, c'est intéressant. Et du coup, peut-être que c'est le moment de revenir sur le tofu, mofu, bofu, puisque justement, selon ton contenu, à quel niveau de ton funnel tu le classes, tu ne cherches pas exactement la même chose. Ouais. Ben là, j'ai vu un commentaire, quelqu'un qui a dit alors comment on fait 1 million de vues par mois. Donc, on y arrive. Donc, ben, écoute, avançons. Hyper advanced techniques on LinkedIn. Donc là, on passe sur un truc, voilà. Si vous voulez aller casser le game et parler en millions de vues par mois et en dizaines de millions de vues par an, utile, hein, pas des vues de chiens. Il y a plusieurs choses. 1, stratégie tofu, mofu, bofu. C'est une stratégie que j'ai repris du growth marketing et que j'ai théorisé sur LinkedIn. Aujourd'hui, on te disait sur LinkedIn, tu dois être le plus niche possible et parler quasiment que de sujets ultra spécialisés. Le problème, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, tu tournes en rond. Tu manques d'idées, ton audience peut se lasser, etc. Donc, il y a un moment où il faut un peu lâcher les valves et du coup, il y a 3 niveaux dans tes sujets. Donc, BOFU, c'est bottom of the funnel. Ça veut dire que c'est le bas de l'entonnoir. C'est là où tu vas récolter la sève et tous tes clients, tous les gens ultra spécialisés dans ce que tu fais. C'est intéressant, mais si tu restes que là-dedans, tu vas avoir du mal à aller chercher des gens plus larges. Il y a peut-être d'autres entreprises qui ne te voient pas actuellement
qui pourrait être intéressé par ce que tu fais, mais qui n'est trop loin de ta niche. Du coup, les posts MOFU, middle of the funnel, ça va être des posts. Prenons un dirigeant de crypto. Bottom of the funnel, il parle que de crypto, de NFT et d'argent et d'investissement. Sauf qu'il est aussi entrepreneur. Donc, en MOFU, middle of the funnel, il peut parler de sujets plus globaux. Il peut parler, par exemple, de sujets d'entrepreneuriat. Tu vois, le sentiment de solitude dans l'entrepreneuriat, comment acquérir des clients, le recrutement, les taxes, les impôts, les trucs. Tu vois, ça, il peut en parler aussi. C'est pas parce qu'il est dirigeant de crypto, il est aussi dirigeant. Donc, en fait, il s'élève, il s'essentialise hors de son sujet crypto. Donc, il y a une question, je refais. Tofu, mofu, bofu, c'est prenez un entonnoir, comme un entonnoir, et à la fin de l'entonnoir, c'est vos clients. C'est top of the funnel, middle of the funnel et bottom of the funnel. Bottom of the funnel. En haut du funnel, milieu du funnel et bas du funnel. Dans votre entonnoir. Donc un funnel, c'est un entonnoir. Donc c'est vraiment le haut de l'entonnoir, le milieu de l'entonnoir, le bas de l'entonnoir. Et la sortie de l'entonnoir, c'est l'objectif de vos postes. Donc si c'est être recruté, c'est combien de gens vous contacter pour avoir un entretien d'embauche. Si c'est avoir des clients, c'est combien de gens vont sortir de l'entonnoir et devenir des potentiels clients. Ouais, exactement. Donc avant, les gens pensaient surtout bottom of the funnel. Ils se disaient, oh, mais si je parle hors des trucs crypto, je prends l'exemple crypto, j'ai rien dans les cryptos. Non, c'est bien ça, de l'intram. Mais quand tu es dirigeant de crypto, tu n'es pas que dirigeant de crypto. Quand tu es rédacteur web freelance, tu n'as pas besoin de parler que d'écriture. Quand tu es rédacteur web freelance, tu es aussi freelance. Quand tu es dirigeant de boîte crypto, tu es aussi dirigeant. Donc voilà, middle of the funnel, c'est des sujets qui vont parler à plus de choses, à plus de gens qui vont pouvoir élargir votre audience et aller chercher une autre audience. Et ensuite, le dernier poste, il faut pas faire beaucoup, mais faire un petit peu, des top funnels. Ça va être des sujets qui vont parler à un maximum de gens. Figurez-vous que moi, depuis que j'ai adopté la stratégie Tofu, Mofu, Bofu, j'ai eu 3 posts qui ont été sélectionnés par la rédaction de LinkedIn. Donc, j'ai fait 8 mois de contenu, 0 post sélectionné par la rédaction de LinkedIn. J'ai fait 3 mois de Tofu, Mofu, Bofu, 3 posts sélectionnés par la rédaction de LinkedIn. C'est qu'en fait, l'équipe des journalistes de LinkedIn vous envoie une notif pour dire ce post parle ci de ça. Et les 3 posts, c'est des posts Tofu. C'était un post sur les anglicismes où je prenais une position, je disais les anglicismes, c'est pas grave, la langue évolue. Deuxièmement, c'était un post sur les retards où je disais les retards, ça s'est généralisé. C'est pas parce que vous vous excusez et que vous êtes en retard tout le temps que c'est OK. Sélectionné par la rédaction de LinkedIn. Et le troisième, j'ai oublié. Et en fait, c'est des posts. C'est pas des posts moins importants, mais c'est des posts qui vont parler à plus de gens. Et voilà, quand tu es dirigeant de crypto, tu es aussi dirigeant, mais tu es aussi un citoyen. Tu es un citoyen français, tu as le droit de parler d'autres sujets. Tu peux parler de sport. Si tu fais de l'escalade, tu peux faire le lien entre l'escalade et l'entrepreneuriat. Si tu fais de l'apnée, pareil. Si tu aimes Top Chef, tu peux parler de faire un rapport avec Top Chef. L'idée, c'est évidemment pas de s'instagramiser, mais c'est de prendre des sujets plus larges et les intégrer dans ta ligne édito. Ça permet de souffler, de mettre un peu, tu vois, d'amener un peu plus de tonalité drôle, un peu décalée, et aussi de prendre du plaisir. Plus humain. Et de prendre du plaisir, ce dont on n'a pas encore forcément parlé, mais qui est le sujet de la métaphore du sport que tu prenais, que je vais te laisser dérouler, mais que je trouve représente bien ce que c'est créer du contenu sur LinkedIn. Ouais, c'est ça. Parce qu'en gros, c'est comme les abdos. Si vous prenez, en fait, si vous prenez pas du plaisir, vous allez stopper. Donc, il faut un moment que ça soit votre petit moment. Ah là, ça va être mon petit moment où j'ai publié. Vous allez avoir un petit stress avant de publier, normal. Moi, je l'ai. Tout le monde l'a, même des gros créateurs l'ont. Donc, c'est normal, c'est OK. Et vous dire, voilà, c'est mon petit moment. Je vais synthétiser une idée, je vais la partager, je vais rencontrer du monde. Vous pouvez faire un sondage thé ou café, vous allez avoir 2500 réponses. Je vous garantis que votre nombre d'abonnés, il n'augmentera pas, malgré vos vues. Donc, pas de quête inutile de vues, des vues utiles. Gardez votre crédibilité, essayez de faire des vues. Donc, soignez vos accroches, soignez vos sorties, mettez des bonnes idées dans votre sandwich et une bonne ligne édito. Donc, ça, c'est globalement. Ensuite, pour les 10 millions de vues, il va falloir à un moment que vous accélériez sur la création de contenu. Alors, est-ce qu'il y a un ratio de posts tofu, mofu, bofu? Je vois la question. Je dirais tofu, pas plus de 10-15%. Ça doit être 1 ou 2 posts sur 10 posts max. Et ensuite, mofu, bofu, vous pouvez faire moitié-moitié. Moi, c'est ce que je fais. Depuis que tu m'as initié ce concept, c'est à peu près ce que je fais. Et effectivement, c'est ce qui marche bien. Tu vas chercher des nouvelles audiences. Et après, la logique de ce funnel aussi, c'est du coup, là, tu vas grossir ton middle of funnel en allant chercher des gens
sur des nombres de vues plus larges, des sujets plus larges, mais qui vont engager sur ton contenu et donc voir tes prochains contenus qui sont un peu plus spécifiques. Il y a aussi cette notion d'éduquer, c'est que des fois où tu traites des sujets, typiquement, tu es le bon exemple, tout le monde n'est pas au courant que publier sur LinkedIn, c'est intéressant. Et donc, tu vas aller chercher des gens sur des sujets un peu plus larges, tu vas les amener ensuite, tu vas pouvoir leur expliquer qu'en fait, créer du contenu sur LinkedIn, c'est intéressant. Puis ensuite, les meilleures stratégies pour créer du contenu. Et à la fin, ils vont rentrer dans ton filet. Ouais. Et voilà. Donc ensuite, à un moment, si vous voulez, là, on est vraiment dans la stratégie hyper croissance. Hein, on parle en millions. Il y a un moment, au début, pas de souci, prenez votre temps. Alors, un post par semaine, c'est pas assez. Moi, je dis au moins 2. Si vous faites deux fois plus de posts, vous irez 3 ou 4 fois plus vite. Donc, au moins 2 posts par semaine. Si vous voulez l'hypercroissance, il y a un moment où il va falloir y aller. Il va falloir faire 4 ou 5 posts par semaine. Et là-dessus, il faut faire quelque chose de ROIste. Donc, il faut que ça soit retour sur investissement. Il faut que vous fassiez 2 posts à haute valeur ajoutée, donc sur votre audience, etc. Un post mot-fou peut-être d'opinion et peut-être 1 ou 2 posts un peu plus légers, des posts plus courts, des posts peut-être un peu plus provocateurs. Moi, j'avais des frameworks. Alors, ça a plu et ça n'a pas plu, mais ça m'a bien fonctionné. C'était les bonjours à tous, sauf. Vous avez dû en voir plein passer. J'ai importé ça de Twitter, j'ai mis sur LinkedIn. Il y a 2-3 trucs qui ont bien pris. Les gens l'ont repris. Mais j'en ai d'autres. Par exemple, je vais donner ma liste de frameworks secrets. C'est des schémas que je réutilise. Premier schéma, bonjour à tous, sauf A. Deuxième schéma, bonjour à tous, ceux qui font blabla. Troisième schéma, compétences sous-estimées. Donc, tu vois, je dis compétences sous-estimées, 2 points, et je mets une compétence. Et j'explique pourquoi c'est sous-développé, c'est sous-estimé, pardon. Quatrième, unpopular opinion, c'est quand je préviens les gens que ça a déménagé. Ça, tu es sûr que je vais me faire défoncer à chaque fois. J'ai 5e, la vie est trop courte pour. 6e, si tu n'as pas fait ça, tu as raté ta vie. 7e, c'était quoi? C'est une belle journée pour faire ci. Et voilà. Donc, en fait, j'ai plein de schémas comme ça que j'ai à peu près inventés ou repris. Et parfois, je les réutilise et ça fait marrer les gens. Donc, voilà. J'ai vu passer des trucs sur les sondages. Moi, j'étais complètement anti-sondage au début parce que les gens, ils cheataient. Et j'en ai fait quelques-uns parce que, par exemple, j'en ai fait un pour le nom de mon prochain projet. Je trouvais ça pas mal. En fait, les sondages, moi, je vous dirais, allez-y mollo. Mais utilisez dans les interstices. Les interstices, par exemple, le week-end, avant, il y avait une grosse théorie qu'il ne fallait pas publier le week-end. Le week-end, dites-vous que c'est toujours mieux de publier que de rien faire. Faites-vous marrer le week-end. Ou le week-end, faites peut-être des vannes ou des trucs plus légers et peut-être des sondages le week-end. Et la semaine, contenu à haute valeur ajoutée. Moi voilà. Je fais ça et typiquement, j'ai fait un petit sondage dimanche à 18h, derrière l'horaire où tu penses qu'il n'y a personne. Et j'ai fait plus de 100 000 vues sur mon post de dimanche dernier. Je fais un petit sondage sur un truc. Mais utiliser les sondages, moi, il y a 2 choses sur les sondages. La première, c'est que vous avez une portée qui est significativement supérieure à ce que vous pouvez faire avec un post classique. Mais la deuxième, c'est que la vue, elle est moins quali. Si vous scrollez votre fil d'actualité LinkedIn, vous ne consommez pas les sondages de la même manière. Les sondages passent dans votre fil d'actualité. Des fois, vous cliquez, mais vous n'allez pas voir le contenu et il va être beaucoup moins mémorable qu'un contenu qui n'est pas un sondage. Et donc, il ne faut pas se laisser biaiser par les vues qui sont faites dans l'algorithme et à quel point la vue, elle a marqué l'audience. Et on ne consomme pas les sondages de la même manière. Donc, ouais, voilà, je partage ton avis sur le fait qu'il ne faut pas être absolument anti-sondage, mais ce n'est pas parce que ça fait significativement plus de vues que vos autres posts qu'il faut en faire tout le temps. Les gens commencent à se lasser et les gens retiennent moins le contenu qu'il y avait dans votre sondage. Ouais. J'ai eu une question très intéressante de je ne sais plus qui. Remets-moi à celui qui m'a posé la question. Il m'a parlé des types de contenu. Donc, les types de contenu, tu as écrit, post écrit, reste les posts uniquement écrits restent les posts les plus favorisés par LinkedIn et par les audiences LinkedIn. Toutes les stats le montrent, contrairement à des croyances. Donc, il y a les posts écrits, il y a les sondages, il y a les photos, il y a les vidéos et il y a les carousels. Les carousels, vous savez, c'est les petites images défilantes là. Donc, ça, c'est des PDF. Alors, première chose, carousel, moi, j'en fais plus parce que ça prend trop de temps. Si vous êtes un putain de graphiste, et que vous maîtrisez ça, faites-le. Ça va vous prendre du temps, mais des bons carousels, ça explose.
Donc ça, carousel, si vous Nous, voulez. on a ça en interne et les carousels, on a notre web designer qui a fait des carousels récemment sur certains sujets vraiment mainstream, des sujets assez généralistes et elle a vraiment atteint des taux de viralité qui sont très intéressants par rapport à d'autres Ouais. posts. Mais il faut être bon créatif, faut être visuel, visuellement, faut être bon. Là, moi, je ne fais pas de carrousel, je suis. Ouais, voilà. Et ça Ce qui est prend beaucoup design, de c'est pas temps. mon truc et ça prend beaucoup de temps. Ouais. Mais ça a des beaux effets de viralité. Ouais. 2, la vidéo. La vidéo, si votre vidéo, elle n'est pas crystal clear avec un design de malade, laissez tomber. La vidéo, c'est trop dur, quoi. Les vues de vidéo ne sont pas comptées de la même façon. En gros, LinkedIn va vous montrer les gens qui ont cliqué sur votre vidéo, pas les gens qui ont vu passer dans le fil. Donc, ce n'est pas le même rapport, mais la vidéo, c'est très dur. Parce que les gens, tu dois les obliger à recliquer dessus. Donc, votre vidéo, si elle n'est pas incroyable, moi, je déconseille. 3, les images. Alors, dans les images, il y a 2 types d'images. Il y a les images de vous, tu vois, en situation, etc. Ça peut prendre. Moi, ça me gonfle, mais c'est un titre personnel. Les gens qui mettent juste une photo d'eux avec le post, je ne vois pas ce que ça apporte. Mais bon, apparemment, les gens kiffent ça. Et de droit non plus, si c'est pour mettre une photo Shutterstock pour illustrer votre post. Ah non, je suis ouais. pas favorable. Ah non. Toutes les photos Shutterstock, les trucs. Non, il faut que vous mettiez le focus sur votre idée principale et votre écriture. Donc, photo de vous, photo d'équipe, why not? Mais il y a une deuxième catégorie sous-estimée qui m'a permis d'améliorer les millions de vues, c'est les mèmes. Les mèmes, quand ils sont bien sentis, ça cartonne. Ça cartonne. J'ai des mèmes j'ai 2 ou 3 mèmes dans mes 10 plus gros posts les plus vus. Donc les mèmes très importants. Si votre mème il est bien fait, cartonne. Et dernier truc, qu'est-ce qu'on a dit? Non, les sondages, il faut que votre sondage soit quali. Et c'est vraiment de poser des bonnes questions et avec, tu vois, que ça soit utile et que ça soit bien en lien avec votre poste. Les trucs thé au café et tout, évitez franchement. Enfin, avis perso. Parce que votre but, c'est aussi d'augmenter votre nombre d'abonnés, pas que votre nombre de vues. Et il y a des posts avec le même nombre de vues, vous allez cartonner en abonnés. Un sondage thé au café, personne ne vous suivra, c'est Du sûr. coup, ça nous amène à une question qu'il y avait tout à l'heure sur quelqu'un qui demande ce que c'est les mèmes. Ouais, les mèmes. Les mèmes, Euh, c'est des images, par exemple, oui, tes parents, quand tu leur expliques ton métier, et là, tu vois, tu sais, les parents avec une tête genre hyper bizarre, tu vois. C'est en gros quand tu as du texte suivi d'une image, ou style, ouais. qu'est-ce que tu as d'autre comme idée de mème? Je pense que le mieux, c'est vous cherchez mème sur Google, vous allez sur Google Ouais, Images et vous allez comprendre ce que c'est assez facilement, je pense. ouais, voilà. Ouais, M-E, vous mettez même, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a? Par exemple, Drake, vous voyez pas Drake, il y a une photo comme ça, où Et, tu sais, il y a une photo, et en fait, c'est une photo où il y a marqué salsifis à la cantine, les frites à la cantine. Tu vois, c'est 2 images. voilà. En gros, c'est utiliser la force des images avec la force du texte pour bien mettre des idées en perspective. Voilà. Très bonne stratégie si vous l'utilisez bien. Et Voilà. du coup, ça Donc, nous amène à une question qu'il y avait sur les créateurs ou pas créateurs. Donc, pour ceux qui ne savent pas, sur LinkedIn, vous avez un mode créateur qui va, sur votre profil, mettre en avant le fait que vous créez du contenu et donc mettre le bouton suivre, donc follow, plus en avant que le bouton envoyer une invitation. Est-ce que tu as un avis là-dessus particulier? euh, pour moi, c'est un peu. En fait, sur le reach et tout, tu vois, il y a des légendes urbaines. Je pense que ça ne change rien. D'accord. La seule chose que ça change, c'est que de base, vous avez un bouton se connecter. Donc, les gens vont se demander en connexion ce qu'ils font vous suivre et vous allez les suivre si vous acceptez aussi. Si vous avez le mode créateur, votre bouton sera automatiquement sur suivre. Ce qui veut dire qu'ils vont vous suivre. Si vous suivez, vous n'allez pas voir, eux, ils vont voir vos posts, vous n'allez pas voir les vôtres. Ils peuvent vous demander en connexion quand même. Moi, d'expérience avec les gens et mes clients, quand tu mets un bouton suivre, il y a beaucoup plus de gens qui suivent que si tu mets un bouton se connecter. Pour une raison très simple, c'est la même chose que dans la vie, c'est qu'en fait, si tu demandes de se connecter, tu as toujours peur de te prendre un bâche. Parce que si la Oui. personne refuse, tu dis, donc c'est douloureux. Suivre, pas de souci. C'est comme sur Insta, tu suis la personne, elle n'a rien à faire. Donc, le problème, c'est que suivre, les gens vous vont suivre. Yann Salvo, le bouton suivre met un sentiment d'infériorité qui peut être mal à l'aise. C'est parce que tu es un gentil, Yann Salvo. Les gens s'en foutent de ça. Mais justement, non. Comme ça, tu mets un bouton suivre, comme ça, les gens, ils suivent et puis ils ne se disent pas qu'ils te dérangent. Mais ce n'est pas parce qu'il y a le bouton suivre qu'ils ne peuvent pas te demander en connexion. Mais il y a quand même moins de gens qui demandent la connexion. Et du coup, moi, par exemple, dans cet exemple-là, ça dépend aussi de ce que tu veux faire. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je n'ai pas le mode créateur
parce que chaque personne qui connecte avec moi, je lui envoie un message personnalisé avec un lien vers un article quali qui est sur mon sujet Bottom of the Funnel. Donc, si tu connectes avec moi, je t'envoie un des meilleurs articles qu'on a sur les stratégies d'acquisition sur LinkedIn, qui est mon cœur de business. Et du coup, j'ai intérêt à ce que les gens y connectent parce que je leur pousse un contenu spécifique et je les fais rentrer dans mon funnel de vente à une étape plus avancée. Et donc, j'ai volontairement pas mis le mode créateur et plus j'ai gardé le mode de base parce que même si j'ai un peu de moins de gens qui m'ajoutent, ils rejoignent mon réseau et j'ai l'occasion d'interagir avec eux et c'est pas mal. Mais du coup, ça dépend de ce que tu veux faire et de ton objectif final. Ouais, carrément. Donc voilà, le mode créateur, ça dépend. Ce que je vous propose, moi, c'est si vous mettez le mode créateur, il faut que vous alliez dans les gens qui sont abonnés à vous. Vous pouvez voir, donc c'est sur LinkedIn, vous cliquez dessus. Ça va vous mettre toute la liste des derniers gens qui sont abonnés à vous. Vous prenez les gens de votre cible. Par exemple, moi, ça va être les CEO de boîte, les CEO de start-up ou les directeurs marketing start-up, et je les ajoute. Parce qu'en fait, vu qu'ils m'ont suivi, c'est qu'ils ont exprimé un intérêt. Parce qu'en fait, quand les gens vous suivent, ils ne peuvent pas vous écrire. Alors que si vous êtes connecté, ils peuvent vous écrire sur LinkedIn. Donc moi, je les ajoute pour que si un jour, ils aient un besoin client, ils puissent m'écrire directement plutôt qu'ils cherchent mon mail ou je ne sais pas quoi. Bonne stratégie. Super cool. On arrive vers la fin. J'ai encore 2-3 petits trucs. Là, on va plus rentrer dans vraiment les petites optimisations. Alors, on a parlé de Tofu, Mofu, Bofu, qui est déjà une optimisation, mais qui pour moi reste un grand concept dans ta stratégie, même que tu peux utiliser, même si tu démarres ta stratégie sur LinkedIn. Et après, il y a 2-3 optimisations qu'on s'était notées, que moi, j'ai trouvé intéressantes. La première, on avait discuté ensemble. Et tu m'avais dit, ouais, moi je publie 2 fois par jour sur LinkedIn. Et moi je t'avais dit, il y a une légende urbaine qui dit que quand tu fais un post, ça shoot la portée du post précédent. Et je me dis, non, c'est une légende urbaine. Et moi je publie 2 fois par jour et ça marche très bien. Et j'ai fait la même chose et j'ai multiplié par 2 ou 3 le nombre de vues sur le mois suivant. Et j'ai atteint le million de vues sur LinkedIn sur le mois qui a suivi cette discussion. Du coup, qu'est-ce que tu conseilles cette partie-là quand tu commences là, on est dans l'optimisation, vous avez 100 000 vues, 200 000 vues par mois sur LinkedIn et vous voulez atteindre le million. Qu'est-ce que tu conseilles pour ces gens-là? Par exemple, sur le fait de publier 2 fois par jour, 3 fois par jour, 4 fois par jour? Ouais. Déjà, alterner un post court et un post long pour gagner en temps. Faites-vous des schémas, quoi. Des schémas, compétences sous-estimées, etc. Faites-vous des séries. Des séries comme si vous faisiez des semaines. Genre, cette semaine, on va parler du freelancing. Cette semaine, on va parler de ci, de ça. Et en fait, au lieu de faire juste un post, essayez de le décliner en plusieurs posts, 2-3 posts, un post long, un post moyen, un post court, et démultiplier vos contenus, quoi. Donc, démultiplier votre contenu. Donc, oui, commencez par 2 posts. Déjà, vous allez vous essouffler, 2 posts par jour. Non, commencez léger. Commencez par 2 ou 3. Mais les gens qui font plus de 100 000 vues, si tu postes 2 fois par semaine, ça fait 8 posts. Il faut que tu aies fait 15 000 vues par post, 12 000 vues par post en moyenne. 12 000 vues par post en moyenne, c'est costaud, quoi. Donc, moi, au début, mon objectif, c'est 1 million de vues par an. Donc, 1 million de vues par an, je me disais, je vais faire 3 posts par semaine à 7 000 vues. Ça fait 20 000 vues par semaine. Fois 52 semaines, ça fait un peu plus d'1 million. Bon, maintenant, je suis à 1 million maintenant, je suis à 2 millions par mois. Donc, si vous voulez démultiplier ça, chaque contenu, reprenez-le, essayez de développer, d'aller encore plus loin, alterner court et long. N'hésitez pas à être punchy et surtout, ne jouez pas le jeu du mec qui fait 100 likes, quoi. Genre, il y a des gens, ils vont faire que 2-3 posts par semaine parce que voilà, ils seront bien espacés, je ne vais pas saouler les gens. N'hésitez pas à faire des fours. Saouler les gens, c'est ça la stratégie, c'est saouler les gens. Vous voulez que les personnes, elles refreshent leur fil, l'actualité LinkedIn, et il y a un nouveau post à vous qui apparaît, c'est plus le même, mais il apparaît. Et ça crée un effet d'omniprésence qui fait que pourquoi aujourd'hui il y a plus de 100 participants au webinar? Probablement parce qu'il y a beaucoup de gens qui voient beaucoup trop de nos posts à tous les deux parce qu'on publie 2 fois par jour et qu'on a créé cet effet d'omniprésence où maintenant ils ont envie de savoir quelle est la stratégie derrière. Et c'est ça aussi le jeu d'effet de marque. On est dans un effet de marque, on est dans un effet de… c'est ce qu'on appelle le biais de simple exposition pour rentrer dans les biais cognitifs, mais grosso modo, c'est le principe de base de la publicité, c'est que plus vous êtes exposé à un stimulus, plus vous avez la chance d'en avoir une image positive.
Et du coup, plus vous êtes exposé au contenu de quelqu'un, plus, même si vous ne savez pas ce qu'il fait de base et même si ce qu'il fait ne vous intéresse pas plus que ça, plus il y a de chances que vous en ayez une image positive et donc que, par exemple, vous valorisiez ses compétences, même si notre niveau de présence de votre fil d'actualité n'a aucune corrélation avec nos compétences. Alors, peut-être un peu plus pour toi, parce que toi, ton métier, c'est de créer du contenu LinkedIn, c'est pas le mien. Et du coup, il n'y a rien qui justifie que mon logiciel est meilleur qu'un autre parce que vous me voyez plus souvent dans votre fil d'actualité. Et pourtant, le cerveau va réfléchir et prendre des raccourcis et aller vers cette idée. Et donc, vous allez améliorer votre image. Donc, le fait de multiplier, moi, j'ai vraiment senti un impact de publier 2 fois par jour même sur l'engagement où tu crées tu fidélises une audience, c'est tellement présent que les gens s'arrêtent sur ton contenu parce qu'ils ont l'habitude de le voir et tu es devenu une routine dans leur fil d'actualité. Et ça a un effet vraiment puissant. Et en fait, en passant à 2 posts par jour, ça multiplie exponentiellement les résultats et l'effet de marque que tu as sur le réseau. Ouais, clairement. Il y avait une question, comment on traque? En fait, c'est simple, LinkedIn, en dessous du post, te donne le nombre de vues. Et si tu veux traquer tes vues par mois, etc., moi, j'utilise un outil qui s'appelle Shield. Je ne suis pas sponsorisé. Shield d'appât. Sinon, en version gratuite, je crois, nous, on a un outil en interne qu'on a développé qui s'appelle Podawa. On n'a pas parlé des pods, mais on pourra avoir ton avis sur le sujet. Et du coup, dessus, il y a une version de dashboard aussi qui vous permet d'accéder à vos vues du mois gratuitement si jamais vous ne voulez pas passer par la version payante de Shield qui coûte une vingtaine d'euros par mois, je crois. Pour faire moi, je déconseille, je suis contre les pods, mais avis perso. Moi, j'ai un avis sur les pods, c'est que ça peut vous être utile et du coup, ça parfait, ça va une transition vers un autre sujet que je voulais aborder. On va arriver à la fin, mais on a 2-3 petites optimisations techniques encore dont on voulait parler. C'est le biais de la preuve sociale aussi. Donc, on est dans un autre biais cognitif. C'est que beaucoup de gens pensent que le principal intérêt du pod, c'est de générer de l'engagement et d'augmenter les vues. C'est vrai. Donc, excusez-moi, on va d'abord redéfinir ce que c'est un pod. Donc, un pod, c'est un groupe de gens qui se réunissent ensemble pour aller liker et commenter les publications pour stimuler l'algorithme. Puisque l'algorithme, il évalue la qualité d'un post au nombre de gens qui likent et qui commentent. Et c'est ce qui va lui permettre de un peu lui donner une note et de dire, OK, ce post, il vaut 10 000 vues, ce post, il vaut 100 000 vues. Et le principe du pod, c'est d'essayer de tricher et de dire à l'algorithme, regarde, ce post, il a plein d'engagement, donc il vaut plus de vues. Il y a 2 choses à savoir. Déjà, un post de merde reste un post de merde. Donc, ça veut dire que si vous utilisez les pods, ça ne va rien changer. Ensuite, au moment où vous commencez, c'est potentiellement pas une bonne pratique puisque vous allez biaiser vos stats et du coup, c'est pas forcément intéressant. Donc, on est dans des optimisations. Par contre, ça a un intérêt pour moi qui est plus sur la preuve sociale que sur la partie vue du post. C'est qu'en lançant, par exemple, vous utilisez un pod pour avoir vos 3-4 premiers commentaires ou vos 30 premiers likes, vous créez un effet de preuve sociale où votre post, dès le début, dès les premières minutes, il a 20 likes, 30 likes et 3-4 commentaires qui font que ça va donner envie aux gens d'engager, de dire « Ah bah ouais, il y a déjà des gens qui ont validé socialement ce post. » Et donc, vous allez augmenter votre taux d'engagement naturel. Et c'est surtout ça qui est intéressant. Et l'exemple typique, c'est que vous prenez une personne qui publie, on prend toi, tu vas publier un post et on copie-colle ton post et on le met sur quelqu'un qui n'a jamais publié. Au-delà du nombre de followers, la portée et l'engagement ils vont être significativement inférieurs parce que les gens, ils n'ont pas la preuve sociale sur une personne qui n'a jamais publié par rapport à toi. Et tu vas avoir un engagement organique beaucoup plus fort, même si tu as un post qui est moins quali pour une fois parce que ce post est moins quali. Et si quelqu'un d'autre le fait, il n'y aura aucun engagement. Tu en auras parce que tu as une preuve sociale, parce que des gens qu'engagent systématiquement, qui like systématiquement ton post. Et du coup, désolé, j'ai peut-être pas été clair sur la partie qu'est-ce que c'est un pod. Donc, c'est un groupe de gens qui se regroupent. Donc, on se met tous dans un WhatsApp et on dit dès que quelqu'un publie, tout le monde va liker et commenter. Et après, vous avez la version automatisée qui vous permet de faire ça automatiquement, c'est-à-dire dès que vous publiez un contenu, d'autres gens vont venir automatiquement liker et commenter vos posts et ça va stimuler l'algorithme. Mais du coup, voilà, c'était mon aparté sur le sujet. Et donc, toi, tu as une autre stratégie pour ça que moi, j'aime bien, qui est de mettre un premier commentaire, voire plusieurs premiers commentaires à tes propres posts. Ouais. Alors, en fait, il y a 2 trucs. Ok, ça, j'avoue, je l'ai piqué à Grégoire Gambato. Pas de souci. J'assume les bonnes idées. En gros, parfois, je fais des posts, tu vois, qui peuvent être très, très sérieux, quoi. Mais tu vois, moi, dans la vie, je ne suis pas hyper sérieux. J'aime bien me marrer et tout. Donc, en fait, quand je fais des trucs hyper en hauteur et tout, j'aime bien quand même parfois mettre un petit commentaire décalé pour
pour rappeler qu'on est là pour se marrer, quoi. Voilà, et c'est pour créer une conversation. Mais parfois, il y a des gens, ils likent même pas le post, ils likent le commentaire. Donc, en gros, le but, c'est, tu vois, tu vas faire un post. Par exemple, je vous prends l'exemple que j'ai fait un post il y a 3 heures sur Gordon Ramsay. Je dis Gordon Ramsay, c'est pas le meilleur chef du monde, mais c'est le plus crédible, mais c'est le plus visible, c'est le plus médiatique. Et je dis, en gros, l'important, c'est pas votre niveau réel en 2021, c'est la perception de votre niveau réel. Si vous êtes le meilleur du monde, mais que personne ne le sait, vous ne vendez pas, quoi. Et j'ai mis en premier commentaire, j'aurais pu le faire avec Etchebest, mais je l'aime trop. Voilà. Et l'idée, c'est se rappeler qu'on est là pour se marrer, montrer de l'humilité et engager un peu du débat, quoi. Les gens, parfois, ils n'ont rien à dire sur ton truc, mais si tu mets une petite blague, tu vas dire une petite référence à Top Chef, ils viennent commenter parce que tu les as fait sourire, quoi. Donc, tu as valeur. J'ai adoré le hashtag cuisson saignante. Ouais, tu vois, en fait, vous pouvez utiliser voilà, les hashtags, par exemple. Vous n'êtes pas obligé de mettre hashtag marketing, vente. Vous pouvez lâcher un hashtag un peu drôle, quoi. Ici, c'est Paris, cuisson saignante. Enfin, trouver des petits moyens, des petits trucs pour mettre un peu de vie, de tonalité à vos posts et pas être des robots, quoi. Et moi, le premier commentaire, c'est le but, c'est d'engager la discussion, c'est de me rapprocher de l'audience, c'est montrer que je ne suis pas là pour donner des leçons, mais pour me marrer et j'aime bien le faire, quoi. Donc, utilisez les hashtags pour rigoler, utilisez le premier hashtag pour vous foutre de votre propre gueule, utilisez le hashtag aussi éventuellement, le premier commentaire pour moi, je l'utilise parfois pour je force pas, mais pour dire voilà, j'en parle cette semaine dans ma newsletter. Donc, si les gens sont intéressés, ils peuvent aller plus loin. Voilà, mais surtout pas. Moi, je déteste commenter ce post et je vous envoie le truc. Tu as juste envie de baffer le type. Allez-y, soyez discret, quoi. Soyez discret. Bah, les lead magnets, d'un point de vue, donc les lead magnets, c'est le fait de demander un commentaire pour avoir un contenu. Ça a bien marché fut un temps. Récemment, ça s'est quand même bien cassé la gueule au niveau du reach et les gens en ont eu un peu marre. Moi, je le faisais pas mal avant parce que c'est pratique si tu veux diffuser un contenu, ça booste quand même pas mal ton post. Mais par contre, c'est vrai que c'est moins efficace. Et maintenant, moi, par exemple, j'ai une nouvelle stratégie. C'est que quand j'ai un contenu à partager, donc typiquement, c'est ce que j'ai fait pour ce webinaire, c'est la première fois que je le mets vraiment en place. Au lieu de faire on va faire ce webinaire, c'est Thibault Louis, c'est exceptionnel, inscrivez-vous en commentant et je vous envoie le lien. J'ai publié plusieurs posts sur les meilleures pratiques pour avoir des stratégies de contenu sur LinkedIn où j'ai abordé les 2-3 hacks, les meilleures pratiques, le copywriting, l'importance d'un contenu qui soit inspirant, divertissant et instructif, ce genre de choses. Et à chaque fois, en premier commentaire, j'ai mis si vous voulez en savoir plus sur les meilleures stratégies de création de contenu sur LinkedIn, on a un webinaire avec Thibault Louis la semaine prochaine, comment atteindre un niveau sur LinkedIn. Et du coup, tu apportes de la valeur dans ton post principal qui te sert à diffuser un autre contenu, mais tu apportes quand même de la valeur. Et en premier commentaire, tu donnes un appel à l'action pour dire si t'as intéressé ce post sur créer du contenu sur LinkedIn, ça tombe bien, on a un webinaire qui arrive bientôt et on va te révéler toutes les meilleures stratégies. Et ça a plutôt bien marché et j'ai noté que j'avais des bons taux de clics et aujourd'hui, on a une belle audience et je pense qu'il y a un lien et donc c'est plutôt pas mal. Et j'aime bien aussi ce que tu disais sur… là, on est dans les petits hacks, dans les petites optimisations. N'oubliez pas que ça, c'est des trucs que vous mettez quand vous avez une stratégie qui est bien déroulée et que vous êtes en train d'optimiser, de peaufiner, d'ajouter des choses. Mais il y a un truc que j'aime bien, c'est ce truc cuisson saignante. C'est le bon exemple, c'est mettre un truc décalé qui donne une bonne raison aux gens de commenter. La semaine dernière, j'ai fait un post sur, je ne sais plus quel truc, sur les routines, ou je ne sais plus exactement. Le post n'était pas super engageant de base, mais dedans, j'ai dit, vous n'êtes pas obligé de boire de l'urine de chameau au réveil avant d'aller faire votre jogging de 1 heure, je ne sais plus trop ce que j'ai raconté. Et en fait, le truc urine de chameau, 9 commentaires sur 10 dans mon post, ils reprenaient le truc d'urine de chameau. Et donc, en prenant un post assez sérieux, qui avait vraiment un message à faire passer, mais en même temps, une petite touche de décalage, un petit truc qui fait ce qu'on appelle… En hypnose de spectacle, une rupture de pattern, c'est-à-dire que la personne, elle lit un contenu, elle ne s'attend pas à voir cet élément ici, et donc ça crée une petite brèche dans son cerveau qui fait passer un message différemment. Voilà, on a vraiment des trucs de psychologie un peu poussés, mais c'est ce qu'on utilise en hypnose de spectacle quand on veut mettre quelqu'un en transe instantanément. On va faire ce qu'on appelle une rupture de pattern, et là, c'est exactement ça. C'est cuisson saignante, c'est l'urine de chameau. Et donc, la personne, elle retient ça du post et ça lui donne envie d'engager, ça lui donne un commentaire facile, en fait. Et aller lui donner une opportunité de faire un commentaire facile, c'est pas mal. Ça va significativement augmenter ton taux d'engagement parce qu'il ne faut pas oublier que derrière, l'audience, elle est flemmarde, quoi. Il faut lui donner une bonne raison de commenter. Exactement. Tout ça, donc je fais un peu ma pub. Donc, je vous ai mis le lien
en commentaire. Donc, moi, avec Maud Alaves, qui est ma partenaire en business, on a tout mis dans un manuel qui s'appelle le Super Manuel, supermanuel.co, c'est l'adresse. Donc, tout attaché, supermanuel.co. On a tout mis dans un bouquin avec des exos pour que vous trouviez la ligne édito, etc. Facultatif, c'est à vous de voir. En tout cas, ça peut vous aider. Et si vous pouvez aller suivre Maud Alaves, donc je vous ai mis son nom aussi dans le chat, parce qu'en fait, elle est à 9 985 abonnés aujourd'hui. Et ce serait trop cool de la faire passer à 10 000 pour lui faire passer une bonne soirée, une bonne semaine. Si vous pouvez aller suivre Maud Alaves, ma partenaire, pour lui décrocher le sourire de la journée. Et comme ça, on n'en parle plus, elle sera à 10 000. Comme ça, elle sera de bonne humeur. Il est écrit dans le chat, Maud Alaves. Il n'est pas dans le chat YouTube, je vous le mets dans le chat YouTube. Ah oui, parce que… Ouais, on a un chat YouTube, il y a 25 personnes sur YouTube et encore une centaine de personnes sur Zoom. Là, on arrive à la fin. On va reprendre quelques questions, mais merci d'être encore là après 1h30 à nous écouter parler. Ça fait plaisir. J'ai vu on va essayer de répondre un peu à toutes les questions. J'ai dit au pic, on était à 145, je crois. Là, on est à 110. Donc, ça va sur un truc d'1h30. Ça va. Alors, les questions. Alors, les questions, il y a une question qui est sur YouTube qui est intéressante. J'ai une réponse à donner, mais je veux bien ta réponse. C'est si tu veux publier en français et en anglais, qu'est-ce que tu fais? Ah, ouais. C'est une question à laquelle tu n'as pas répondu, je sais. Moi, je te donne une réponse. Je pense que c'est une mauvaise stratégie de faire le même contenu sur le même profil et c'est une mauvaise stratégie de dupliquer soit de dupliquer tous tes posts, soit de faire français et anglais dans un post. Pour moi, c'est une mauvaise stratégie. Et moi, je suis en train de tester un truc. Je n'ai pas encore lancé la strat, mais je suis en train de poser les fondations. C'est d'avoir un deuxième profil qui est un profil anglophone. Et tu les différencies un petit peu pour pas que limite t'embête trop parce que tu n'es pas censé avoir deux profils. Et tu construis une marque personnelle dans une langue et tu construis une marque personnelle dans l'autre langue. Ouais. Tu vas avoir, parce que l'algorithme, parce que les gens ils te suivent et ils vont pas engager de la même manière quand tu vas faire un contenu anglophone. Et donc pour moi, c'est un compte en français, un compte en anglais. Ouais. Alors, ouais. Donc sur ça, moi c'est assez simple. Pour moi, il faut choisir. Si tu n'es pas une resta, si tu n'es pas une resta, ça ne sert à rien de publier dans les deux. Tu vas faire le même post français-anglais. C'est toujours mieux d'être concis. Donc, je dirais, il faut choisir. Alors, j'en ai parlé avec un Français qui s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, Thomas Leclude, je crois. Il poste en anglais. Donc, il vit en Thaïlande. En gros, le problème de poster en anglais, c'est qu'on se dit on va reacher plus de personnes, sauf que c'est très compétitif. Ouais. En gros, si tu publies en anglais, tu vas aller en compétition avec tous les meilleurs Américains. On ne va pas se cacher. Ouais. Les meilleurs Américains sont meilleurs que les meilleurs Français sur LinkedIn. Et tous les meilleurs du monde. Parce que tous les meilleurs du monde qui ont voulu à un moment percer leur audience, ils sont partis aussi sur du contenu anglophone. Et donc, tu te retrouves à tous les gens qui ont déjà exploité tous les contenus dans leur propre langue et qui veulent aller le faire en anglais. Donc, effectivement, il y a beaucoup plus de concurrence. Ouais, c'est très concurrentiel. Et en fait, on a un gros avantage en tant que Français. C'est qu'en fait, du coup, on a plein d'audiences qui ont que des posts en français. Par exemple, je suis sûr que vous, dans votre fil d'actu, peut-être la majorité ou 100% en français. Moi, j'ai 40% de mon audience qui est en français. Et 60% des posts que je lis, c'est des posts américains. Mais c'est très rare. Et en fait, le truc, c'est que le français, c'est un marché de plusieurs centaines de millions de personnes sur LinkedIn, la francophonie. Donc, en fait, c'est assez gros pour vous tirer votre épingle du jeu. Et en même temps, vous n'êtes pas en compétition avec les super balèzes. Parce que tu vois, si tu publies en anglais, tu as les Américains, mais tu as les Anglais, tu as les Suédois, tu as les Espagnols. La compétition est féroce. Et Thomas Leclude m'avait dit, la compétition est beaucoup plus dure en anglais. En revanche, les Français sont beaucoup plus féroces pour venir te défoncer. En gros, tu auras beaucoup plus de haters en français, mais… C'est pas grave, les haters, ils font du reach. C'est eux qui viennent, c'est un paradoxe, qui viennent engager et ils viennent donner aussi de la portée à ton contenu. Moi, il me fatigue, mais je préfère moins de… Oui. Sinon, vous avez une autre stratégie aussi qui est si vous êtes plusieurs dans votre équipe, c'est de splitter votre contenu. Il y en a un qui publie en anglais et un qui publie en français. Et une fois de plus, on sépare entre les profils et vous pouvez publier des choses similaires, voire reprendre les mêmes contenus, mais avec une approche français-anglais. Ouais. On relie un peu les questions. N'hésitez pas, c'est des choses auxquelles on n'a pas répondu et vous voudriez reprendre. Il y en a quelqu'un qui a demandé tout à l'heure qui était la personne, l'auteur de la théorie des 4 A, qui puisse aller chercher la doc. Alors, je vous le mets sur le Zoom. Je vous écris leur nom. Donc, c'est Dickie Bush, D-I-C-K-I-E
Et Bush comme le président. Donc, attends, je vous écris ça. C'est pas facile, Zoom. Hein. Donc, c'est Dickie Bush et le deuxième, c'est Nicolas Cole. Alors, vous ne les trouverez pas sur LinkedIn parce que les Américains, ils ne sont pas sur LinkedIn. Dickie Bush et Nicolas Cole. Ils sont très, très forts. Peut-être des futurs concurrents. Ils écrivent principalement sur l'écriture et sur la création de contenu. Ils sont très actifs sur Twitter. Donc, allez les suivre sur Twitter. Et très, très bon. La méthode des 4A, je ne vais pas dire que je l'ai inventée, c'est à eux. Cool. Moi, je m'en suis servi. En gros, moi, la méthode, c'est que j'ai pris les 4A et j'ai mis ça avec le tofu, mofu, bofu. Et ça, on va dire que c'est un peu ma méthode perso, verticale, horizontale, comme je vous ai dit. Voilà. On va 17h06, on va devoir y aller. Donc, si vous avez une dernière question, allez-y. Il y a 2-3 trucs qui sont remontés, mais le même contenu, je pense qu'elle est assez évidente. Redis-moi, ça a coupé. Je dis, est-ce que tu fais le même contenu sur LinkedIn et sur Instagram, pardon? Ouais, Instagram. Alors, les gars, si vous voulez me faire trop plaisir, suivez-moi sur ou Twitter ou Insta, parce que sur LinkedIn, ça marche, mais quand je fais un post sur Twitter, si j'ai plus de 50 vues ou de 100 vues, je suis hyper content. Donc, mon pseudo sur LinkedIn, c'est The French Maker, et je publie en anglais sur LinkedIn, que des posts courts. Donc, je vous le mets. Sur Instagram, tu veux dire? Non, sur Twitter. Twitter, tu as dit LinkedIn, ok. Non, pardon, Twitter de French Maker. Je vous le mets. Je publie en anglais. Ouais, je crois que c'est ça. Et Thibault Louis. Et sur Insta, je pense que je vais. C'est Thibault Louis 2, tout attaché. Thibault Louis, mon prénom et mon nom est 2. Par contre, je suis tellement nul, parce qu'en visuel, je suis hyper mauvais. Vous voyez, là, j'arrive même pas à avoir un setup correct. Donc, je suis hyper mauvais en photo et en vidéo. Par contre, je mets des stories de ma vie et je vais voyager pas mal. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus, allez-y. Mais sur la valeur ajoutée, elle est plutôt sur Twitter. Je vais poster en anglais des trucs très courts. C'est cool. OK. Bah, écoute, il n'y a pas trop d'autres questions. Il y en a qu'on demandait rapidement. C'est quoi les meilleures stratégies? C'est quoi la meilleure manière de rédiger un post? Pourquoi moi, quand je crée du contenu, ça ne prend pas, etc. Qui sont des questions assez généralistes. Ouais. Moi, je pense qu'il y a une réponse qui est assez généraliste aussi, c'est le fait d'itérer. C'est-à-dire que toi comme moi, on n'a pas atteint le reach qu'on a aujourd'hui en 2 jours et il faut vraiment aller recréer du contenu, itérer, tester d'autres formats, prendre des risques, tester des formats qui sont plus clivants, qui sont plus drôles, qui sortent de ce que vous avez l'habitude de voir. Et moi, j'aime bien dire en général, si tu fais comme les autres, tu auras les mêmes résultats. Et donc, il y a aussi ce truc d'aller se différencier. Toi, c'est ce que tu as fait. Tu t'es beaucoup différencié par du contenu un peu plus humoristique, un peu plus second degré, qui a attiré des gens dans ton funnel et ça a bien marché. Une fois de plus, c'est le top of funnel. Moi, depuis que je fais ça, ça marche super bien aussi. Donc, je pense que c'est une bonne réponse. Je ne sais pas si tu auras un truc à ajouter. Franchement, différenciez-vous. Prenez des risques. Être différent et bon, c'est mieux qu'être meilleur. Stratégie vache orange, j'appelle ça. Soyez la vache orange du troupeau. Soyez vous-même au dernier degré. Prenez des risques. Parlez de votre tonalité. Et voilà. Et dernière question, Thibaut, c'est quoi ton version préférée aux échecs? C'est la sicilienne. Excellent. On est bon, toi, non? On est bon, je crois. Vraiment, merci à toi. C'est super cool. N'hésitez pas à venir nous suivre sur LinkedIn. Voilà, moi, j'accepte tout le monde. Vous pouvez venir en chat sur LinkedIn. C'est mon canal. Je pense que Thibaut, c'est pareil. Et vraiment un plaisir d'avoir eu autant de monde si loin. Et il y aura le replay direct sur YouTube. On essaiera de vous partager le lien du résumé. Voilà. Bonne soirée et à bientôt. Dernier truc, mon podcast, Les Rois du Scale. Le podcast. Les Rois du Scale, mon podcast. Allez-y, parce que c'est mon petit bébé. Je fais un épisode, une interview par semaine avec des growth, des solopreneurs. On apprend plein de trucs. C'est sur comment attirer des clients. Les Rois du Scale sur Spotify. Est-ce que vous voulez taper ça sur Google? Et vous pouvez me suivre là-dessus ou ma newsletter thibaultlouis.substack.com. Allez, je ne vous retiens pas plus. Merci les gars.